pense que c'est bon. Non. Voilà. Maintenant, c'est bon. Voilà, excuse-moi de t'avoir coupé, Mathéo, c'était un peu long à lancer le à toi, De rien. merci. Je disais, introduction immédias res, qui commence comme ça. Bah, dans un éditorial récent du New York Times, intitulé How Michel Foucault Lost the Left and Won the Right, comment Michel Foucault perd la gauche, a perdu la gauche et a gagné la droite, un éditorial de la semaine dernière. Bah, eh bien, dans cet édito, on souligne que les idées du, je cite, philosophe du pouvoir savoir, loin d'avoir été massivement employées pour analyser les tensions autoritaires du capitalisme contemporain, par exemple les modes de gestion de l'épidémie de Covid-19, on était au contraire reprises par le discours de l'extrême droite négationniste, qui se bat pour défendre les droits de l'individu propriétaire contre la restriction sanitaire. Or, deux réponses dans l'article sont données à la question « How was it possible ?» Une raison tactique d'une part, une raison conceptuelle de l'autre. Alors, premièrement, l'éditorialiste fait référence à ce qu'il appelle l'abandon des idées de Foucault par la gauche philosophique, idée jugée justement difficilement mobilisable dans les contextes récents et substituée par un discours plus classique sur le rapport entre le droit au travail et le droit à la santé. Bah, deuxièmement, le même éditorialiste invoque l'ambiguïté constitutive de la pensée de Foucault, qui se serait, à son avis, formé dès ses débuts comme un ennemi du marxisme, voué, pour reprendre l'expression de Rorty, à dépasser Marx par le biais de Nietzsche. Or, qu'y a-t-il d'intéressant en cela? Bah, non pas, à mon avis, l'idée que Foucault aurait été un opposant du marxisme ou un jeune conservateur nihiliste, thèse par ailleurs défendue par exemple dans les années 80 par Habermas, ni non plus la distinction un peu schématique et figée entre deux modèles de critique de la société, l'un issu du mouvement ouvrier, centré sur les effets négatifs du capitalisme et donnant lieu à une class politics, et l'autre issu de la révolution culturelle, on dirait, des années 60, et axé sur la libération des subjectivités dites mineures, donnant lieu à une identity politics. Alors, ce qui est intéressant, me paraît-il, c'est plutôt le fait que, en raison de la nouvelle polarisation idéologique générée par la pandémie, la critique des mécanismes de pouvoir savoir et la critique de l'exploitation économique ne sont pas simplement présentées comme deux modèles différents et éventuellement complémentaires de critique sociale, mais comme des options alternatives et exclusives. Or, c'est évident que cette alternative exclusive implique une opposition frontale des concepts de Foucault et de Marx, figure, on le sait, iconique de ces deux options théorico-politiques que je viens d'esquisser. Et c'est précisément sur cette prétendue alternative que j'aimerais m'attarder aujourd'hui. Or, selon l'interprétation encore assez répandue, c'est en effet en vertu de leur distance par rapport à la théorie marxienne de l'exploitation et de l'idéologie que la recherche de Foucault sur les relations de pouvoir aurait gagné une autonomie et une originalité théorique. Les deux approches, on dit, s'excluent mutuellement à plusieurs niveaux. En termes d'objets d'investigation, d'abord, car Foucault remplace le travail salarié et sa centralité dans la société par une multiplicité de sujets marginaux exclus. Pour l'échelle d'analyse, on dit ensuite, car l'approche macro-sociale du marxisme centrée sur les grandes tendances historiques s'opposerait à une échelle micro-analytique, l'étude de la finesse des relations sociales. Et enfin, du point de vue, on les oppose de la méthode et des objectifs. Bah, parce que si la théorie de Marx tente de définir l'unité et la nécessité des lois tendancielles antagoniques du capitalisme, en démasquant leur fondement caché, l'analyse foucauldienne se situerait par contre à la surface de phénomènes en cartographiant les contingences dans lesquelles se constituent et se dissolvent des rapports de force à géométrie variable. Or, Foucault lui-même, d'ailleurs, a ouvertement soutenu que pour développer une théorie réaliste et complexe du pouvoir, il aurait été nécessaire de se débarrasser du marxisme, je le cite, puisque la critique marxienne de la société reposerait sur une conception binaire et statique de la domination de classe. Conception, on le sait, qui devrait être alors dépassée par une analyse multilatérale et dynamique des technologies de pouvoir et des formes de résistance. En ce sens, on pourrait dire que Foucault ne serait pas simplement un critique de l'économisme marxien, un critique engagé comme d'autres dans la tentative de nuancer ou de refonder sa théorie, mais il serait plutôt un anti-Marx, son image spéculaire ou inversée, puisqu'il inaugurerait un modèle alternatif à la critique de l'économie politique. Or,
Dans l'intervention, j'essayerai de faire, c'est de soumettre cette lecture, cette interprétation encore assez répandue à l'épreuve des textes. Et je propose de le faire avec un mouvement d'aller-retour entre les deux auteurs. Dans un premier temps, j'aimerais bien défendre l'idée selon laquelle certains concepts de la critique de l'économie politique traversent l'analytique du pouvoir de Foucault. Et il la traverse non seulement comme terme de comparaison polémique, mais comme on pourrait dire, des hérésies internes, c'est-à-dire comme des hypothèses à la fois parcourues et transformées. Je reprends en ce sens l'intuition d'Étienne Balibar. Dans un second temps, j'aimerais bien revenir vers Marx en montrant comment, lorsqu'on se force de lire certains de ces pages à long, justement, de ces points d'hérésie, on peut y déceler une analyse complexe et différenciée des rapports de pouvoir et de savoir, à l'intérieur même de la théorie de l'exploitation. Autrement dit, des traces marxiennes chez Foucault, j'aimerais passer au déplacement interprétatif qu'elles produisent dans la lecture de Marx. Je donne juste un élément de contextualisation avant de commencer, parce que les réflexions que je présente aujourd'hui ne sont pas, là, évidemment, la totalité du travail de thèse, mais ils font partie du 4e chapitre de la thèse. Le premier étant dédié à une cartographie des différents marxismes foucaldiens contemporains et de leurs apories, sa hypothèse. Le deuxième est consacré à la définition du concept de point d'hérésie comme clé de lecture croisée des deux auteurs. Le troisième est dédié au rapport entre l'activité réflexive de la critique et la pratique de l'enquête chez Marx et chez Foucault. Le quatrième, celui dont on parle aujourd'hui, est consacré aux grandes alternatives conceptuelles qui divisent les deux auteurs, les alternatives entre exploitation et relation de pouvoir, idéologie et ordre du discours, aliénation, émancipation, sujettisme, subjectivation. Et enfin, il y aura deux autres chapitres sur lesquels je n'ai pas encore travaillé, dédié à la conception des historicités chez Marx et chez Foucault, et en conclusion sur une esquisse de lecture croisée entre Foucault et le jeune Lukács. Je n'ai aucune idée si ces deux derniers chapitres, je vais avoir les temps et les énergies pour les faire. Bah, voilà, donc je commence avec le premier mouvement que j'ai annoncé, et j'en profite pour m'excuser préalablement avec Judith, avec Lucas, avec les autres experts de Foucault pour les simplifications que je risque de faire dans ce double mouvement d'aller-retour. Alors, nous savons que l'effacement de ses propres sources est un des traits caractéristiques du style philosophique de Foucault. Qu'il s'agisse de personnages historiques, documents, archives, philosophes, les références à notes de bas de page de ces textes sont parfois incomplètes, souvent partielles, parfois carrément cachées, etc. On pourrait dire alors que la déconstruction de la fiction unificatrice du livre et de l'auteur, soutenue par Foucault sur les plans théoriques, est mise en pratique par l'effacement dans ces mêmes travaux des sujets d'imputation, des thèses et des concepts, au profit de ce qu'on pourrait appeler un libre usage. Autrement dit, les signes, dirait Judith, ne désignent pas des noms propres, car les sources de Foucault, ainsi que ses propres travaux, doivent être interprétées plutôt avec la métaphore assez connue de la boîte à outils. Ce sont des ensembles d'instruments, plus que des autorités à gloser ou à des systèmes de pensée interprétés. Or, le nom de Marx, évidemment, n'échappe pas à cette approche, et il y a plusieurs citations qui vont dans ce sens. J'en mentionne une. Je cite Foucault dans un entretien où il dit, je cite, « Marx, pour moi, ça n'existe pas. Faire fonctionner Marx comme un auteur localisable dans une mine discursive unique et susceptible d'une analyse en termes d'originalité et de cohérence interne, c'est toujours possible. Mais après tout, on a bien le droit d'académiser Marx, mais ça serait méconnaître l'éclatement qu'il a produit. » Or, on comprend alors que, d'après Foucault, la pensée de Marx n'est pas une théorie à adopter ou à rejeter en bloc, mais c'est une fonction discursive, pour ainsi dire, à réactiver, piochant par-ci et par-là des intuitions et des hypothèses, et éventuellement les faisant jouer les unes contre les autres. Du point de vue de la méthode de lecture, faire fonctionner Marx en dehors du dispositif de l'auteur signifierait, au moins je comprends, s'opposer aux interprétations qui insistent sur la cohérence interne de sa pensée. Par contre, du point de vue du contenu de sa théorie, d'après Foucault, ce n'est pas tant à l'idée d'exploitation, au concept de plus-value ou de surtravail qu'il faut s'intéresser quand on lit Marx, car au contraire, réactiver son éclatement signifierait examiner des aspects au plus marginaux et méconnus de sa théorie,
comme on le sait, le concept de guerre civile ou de stratégie. Or, cependant, j'ai l'impression qu'une analyse du chantier de recherche qui conduit Foucault à ses hypothèses les plus connues des années 70 permet d'esquisser notre interprétation. Je fais un court rappel de ces idées plus connues, justement, et sont d'ailleurs très très bien connues. Le pouvoir, il soutient déjà d'un surveiller et punir, ne peut pas être compris comme une sorte d'étage supérieur de la société. Premièrement, selon Foucault, car il n'est pas le reflet, l'effet ou le produit de ses prétendus fondements, c'est-à-dire de la structure économique. Deuxièmement, car il ne constitue pas le pouvoir une entité clairement définie, quelque chose de localisable ou d'appropriable. Dans ce sens, libéraux, réactionnaires et marxistes partagent, de ce point de vue, un défaut commun, qui serait de concevoir le pouvoir comme un objet à acquérir, un statut, une qualité, un instrument utilisé, un moyen, une arme, ou une position occupée, un lieu ou une place forte. Or, cette conception que Foucault qualifie de juridique ou de négative du pouvoir, eh bien, cette conception analyse les relations de pouvoir comme un mécanisme dichotomique qui distingue nettement répresseur et réprimé, contrainte et liberté, interdiction et transgression. Et elle est mise en cause par une approche différente que Foucault, on le sait, qualifie de microphysique dans un premier temps et de gouvernementale dans un second temps. Dans les deux cas, je dirais que la prémisse est la même, et elle est la suivante, ne se réduisant pas en substance définissable, à un objet appropriable ou en propriété attribuable, le pouvoir devrait être compris comme un ensemble de relations mobiles, transversales au corps social, sans point d'origine fixe et sans synthèse permanente. Il est aussi connu que 5 règles méthodologiques majeures guident cette grille d'analyse. La première, c'est la positivité, c'est-à-dire l'idée que le pouvoir n'agit pas seulement en interdisant et en annihilant, mais aussi en sollicitant et produisant. Deuxièmement, la polyvalence tactique de ses fonctions, c'est-à-dire l'idée qu'il a différents modes d'exercice et que ces modes d'exercice s'articulent de manière synchronique. Troisièmement, la nature politico-épistémologique du pouvoir, c'est-à-dire l'idée pour laquelle, très très connue, le savoir, le pouvoir, la formation des objets des connaissances et la constitution des sphères d'intervention politique seraient imbriquées. Quatrième règle, la corporéité des relations de pouvoir, c'est-à-dire l'idée qu'avant l'âme ou l'intériorité, c'est le substrat physique, le corps, qui est affecté par les relations de pouvoir. Et enfin, cinquième règle, la dynamique stratégique ou agonistique, par laquelle le conflit qui est sous-tendu au conglomérat de savoir-pouvoir se manifeste comme une sorte d'incitation réciproque à la transformation des sujets et des dispositifs qui sont en jeu. Or, quoiqu'il éloigné évidemment de la conception, disons, de marxisme vulgaire, pour laquelle le pouvoir serait un instrument d'un élément de la bourgeoisie, ce cadre analytique me paraît néanmoins traversé par le thème de l'exploitation capitaliste. Et en suivant évidemment d'autres interprètes, j'ai l'impression qu'une aporie dans l'argumentation de surveiller et punir confirme cette hypothèse, et deux digressions par le cours au Collège de France peuvent permettre de la développer. Voici donc l'aporie. Je la formule de la manière suivante. Si l'on ne présuppose pas la domination de classe et le rapport social d'exploitation, la notion même de société disciplinaire, que Foucault introduit à la fin de surveiller et punir, société disciplinaire qui serait à comprendre comme un mode de fonctionnement général des rapports de pouvoir, eh bien, cette notion même serait contradictoire. J'essaie d'expliquer pourquoi. Alors, dans la deuxième moitié de surveiller et punir, partant d'une description minutieuse des techniques de pouvoir opérant dans la prison, Foucault établit une série d'homologies, il les appelle, entre des institutions hétérogènes, la caserne, l'hôpital, l'usine, l'école, etc. Celle-ci partagerait à ses yeux une même topologie et poursuivrait un objectif commun, qui serait celui d'enfermer et de corriger les sujets constitués et considérés comme menaçants, déviants ou inutiles pour l'ordre établi. Or, la découverte de telle hémologie entraîne par induction la définition du paradigme de la société disciplinaire, ce que Foucault appelle aussi les formules générales de domination, auxquelles donneraient lieu les disciplines, constituent en effet, selon l'interprétation très connue qui est celle de Deleuze, un diagramme du pouvoir dont le panoptisme, le panopticon, serait le modèle abstrait ou le principe général. Un principe, toutefois, que si on le lit de cette manière, semble néanmoins tomber dans une argumentation, au moins à mes yeux, fallacieuse dans cette lecture. Pour ne pas cacher mes sources, je développe ici
des idées esquissées par Stéphane Legrand dans un très beau article. Voilà, j'explique pourquoi. Dans Surveiller punir, pourquoi cette argumentation serait fallacieuse. Dans Surveiller punir, Foucault précise en effet la définition et la fonction de discipline. Ce sont, il nous dit, des technologies du pouvoir qui maximisent la capacité productive de corps en évaluant leur performance sur la base de normes dérivées de leur même mise en série et qui convergent dans un travail de, Foucault dit, fabrication des individus. Or, cependant, dans ce texte, Foucault n'explicite pas, ou n'explicite pas toujours, pour être plus honnête, ni la raison pour laquelle elles émergent, ni les sujets qui en tirent un avantage. Du premier point de vue, Foucault risque alors de ne pas pouvoir justifier le concept de société disciplinaire en dehors des homologies que ce concept même autorise. Il n'explique pas le facteur qui garantit la synchronisation de ces différentes institutions, ni en vue de quelle finalité s'articulent, opérant conjointement, on le sait, dans la construction d'individus utiles et dociles. L'argument paraît donc circulaire, car il déduit un modèle idéal, la discipline, d'une comparaison entre des entités, les institutions disciplinaires, rendue possible par ce même modèle. Mais cette démarche risque également d'être amphibologique, si on la lit de cette manière, car le concept de discipline apparaît de manière ambiguë, sous une double forme. D'une part, comme notion comparative abstraite, et d'autre part, comme concept empirique, se référant à certaines pratiques spécifiques. D'un second point de vue, d'ailleurs, Foucault ne précise pas quels intérêts, quelles forces bénéficieraient de la structuration disciplinaire de cet archipel d'institutions, en reléguant ainsi leur action à l'anonymat et leur genèse à la rencontre aléatoire entre phénomènes disparates. Mais alors, on pourrait se demander comment expliquer la diffusion rapide et la relative stabilisation institutionnelle du pouvoir disciplinaire, ou on pourrait se demander quelles forces favorisent et entretiennent ces différentes fonctions du pouvoir. Ou enfin, on peut aussi se demander quelle est la nature du conflit à l'origine de ce que Foucault appelle le grondement sourd de la bataille, qui résonne en dessous de leur mécanique quotidienne. Or, j'ai l'impression que deux hérésies marxiennes chez Foucault permettent cependant d'esquisser une sortie aux impasses dans lesquelles tombe cette lecture de Surveiller et punir. Voici alors la première hérésie. Les enquêtes de Foucault, on le sait, sont ponctuées de références à Marx, parfois explicites, parfois implicites, qui permettent de lire la microphysique du pouvoir comme une analyse des opérations qui garantissent les conditions subjectives de l'exploitation capitaliste, tout en intériorisant en même temps leurs contradictions. Les cours préparatoires de Surveiller et punir fournissent, comme il a été remarqué par ailleurs, des éléments qui vont dans ce sens. Or, plusieurs interprètes soulignent que les cours dispensés par Foucault entre 1971 et 1974 sont traversés par des thèmes du débat marxiste de l'époque. Et on le sait, en grande partie influencés par l'expérience au sein du GIP, du groupe d'information sur la prison, qui est né suite à l'arrestation des militants de l'organisation marxiste gauche prolétarienne. On peut penser en ces sens à l'opposition du concept foucalien d'appareil répressif d'État vis-à-vis de l'idéal husserlien d'appareil idéologique d'État. Ou on peut penser au dialogue développé dans la théorie institution pénale avec les historiens marxistes tels que Porchnev et Thompson. Mais ces cours, me paraît-il, pourraient être aussi lus comme une contribution originale au débat sur l'interprétation du concept marxien de mode de production et des relations entre ces différents éléments. Dans la dernière leçon de la société punitive, Foucault soutient en effet que le concept de discipline se distingue autant du modèle de l'appropriation du pouvoir politique par une classe sociale que de celui de sa subordination à la structure économique. Mais en faisant cela, il montre en même temps la relation qui lie ces deux clés explicatives, car il soutient, je cite, que le pouvoir, je cite Foucault, est en fait un des éléments constitutifs du mode de production et il fonctionne au cœur de ce dernier. Or, cette thèse, la thèse selon laquelle le pouvoir doit être compris comme une fonction interne et constitutive du mode de production, comporte, me paraît-il, au moins deux implications. Premièrement, le fait que la théorie marxienne de l'exploitation proprement capitaliste est présupposée à la généalogie des institutions disciplinaires. Deuxièmement, le fait que ce présupposé entraîne une transformation au moins deux de ces concepts fondamentaux.
On comprend en effet en lisant les cours de la première moitié des années 70 au Collège de France que le pouvoir disciplinaire se forme avec un double objectif. D'une part, il y a l'urgence de répondre au soulèvement populaire qui s'oppose à la centralisation du pouvoir administratif et la concentration de la propriété des moyens de production nécessaires au développement capitaliste. Et en ce sens, le pouvoir disciplinaire est un dispositif contre-insurrectionnel, réactif, qui agit cependant positivement, en transformant les illégalismes populaires, comme les appelle Foucault, en forme codifiée de criminalité, utilisable justement par les classes dominantes pour infiltrer et diviser les classes subalternes. D'autre part, deuxième objectif, le pouvoir disciplinaire fournit au capitalisme naissant les techniques nécessaires pour constituer des sujets prêts à accepter sa forme de vie et ses modalités de travail, en produisant des individus à la fois dociles et utiles, ou obéissants et productifs. La discipline constitue les bases subjectives pour l'approvisionnement constant et linéaire de forces de travail au sein des manufactures et des industries, c'est-à-dire l'habitude à travailler dans une séquence mesurable de gestes codifiés dans certains espaces organisationnels, selon certains rythmes et en suivant certaines règles. En ce sens, la transition historique, on pourrait dire, au mode de production capitaliste est l'horizon historique de l'affirmation du pouvoir disciplinaire. Mais toutefois, l'emploi du concept marxien de mode de production, justement, s'accompagne, je disais, à deux glissements conceptuels à contre-courant. D'abord, une dénaturalisation du concept de force de travail, et ensuite une extension, je dirais, du concept de lutte de classe. Premièrement, il y a en effet l'idée que la force de travail, qui est parfois définie comme une donnée empirique innée, est au contraire produite par l'organisation de l'espace, du temps et des habitudes mis en place pour fixer les individus au lieu de production et pour majorer leur force productive. En ce sens, la théorie de la valeur de Marx est directement évoquée par Foucault, pour être restructurée toutefois avec deux nouveaux concepts, qui devraient rendre compte non seulement de la production, de la circulation, de la reproduction de la valeur, mais aussi de la production, de la circulation et de la reproduction, des asymétries de pouvoir préalables à l'extorsion de la valeur du travail. Ces concepts sont le concept de plus pouvoir et de sous-pouvoir. Je ne vais pas me concentrer sur ça, mais en deux mots, on peut dire qu'aucune plus-value, nous dit Foucault, et notamment dans La vérité et les formes juridiques, merveilleuse conférence tenue au Brésil, eh bien, aucune plus-value n'est possible sans un autre type de surplus, un surplus normalisateur, qui agit en dessous des rapports économico-politiques formellement reconnus, établissement par les bas les conditions subjectives de l'exploitation. Deuxièmement, ça c'était le premier glissement conceptuel à contre-courant, pour ainsi dire. Deuxièmement, il y a l'idée que ce processus de production de la force de travail, aussi efficace soit-il, est systématiquement contesté, souvent de manière souterraine, car il fait l'objet de pratiques de soustraction et de sabotage. Or, ce que certains interprètes ont appelé la production de subjectivité devient donc, pour cette raison même, un terrain fondamental de la lutte des classes. Parce que pour Foucault, on voit bien, l'affrontement n'a pas seulement lieu dans le forum extérieur, mais aussi dans le forum intérieur, c'est-à-dire au niveau des normes sur la base desquelles les subjectivités sont constituées comme telles. En ce sens, on le sait, Foucault distingue trois opérations de production de la force de travail, la coercition, la moralisation et la normation, auxquelles correspondraient différentes pratiques de résistance, qui donnent naissance justement à des subjectivations récalcitrantes aux prétendues normes naturelles, en fait morales, médicales, professionnelles, qui garantissent la formation de ce que Pierre Macheret, par exemple, a appelé le sujet productif. Or, si on suit ce raisonnement, on arrive à dire que plutôt qu'être abandonné, comme il a été souvent soutenu par certains interprètes foucaldiens, le concept de lutte de classe, auquel Foucault fait par ailleurs référence avec l'image de la guerre civile qui est reprise par Marx Engels, eh bien, ce concept semble plutôt être élargi, tant du point de vue des sujets qu'il agissent que de leurs pratiques. D'une part, en effet, la catégorie de prolétariat, on pourrait dire, ne se réduit pas au travail productif, qui occupe une place centrale dans l'appareil économique, mais s'étend à l'ensemble de ceux qui subissent le quadrillage disciplinaire, on dit Foucault, et l'imposition des normes nécessaires à l'extraction du valeur de la force du travail. En ce sens, les contradictions du mode de production capitaliste seraient ainsi intériorisées et généralisées par l'hypothèse du pouvoir disciplinaire. Il n'y aurait pas simplement un antagonisme entre capital et travail, mais aussi entre les injonctions normatives contradictoires qui dominent l'archipel disciplinaire.
l'injonction de la composition et de la décomposition des forces individuelles, celle de l'autonomie ou de l'hétéronomie, celle de l'individualisation cellulaire et de la coopération, par exemple. D'autre part, le point de vue de pratique, les formes de résistance et de lutte, dans cette perspective, dépassent le spectre du visible, ou on pourrait dire de ce qui est formalisé, organisé, conscient ou simplement reconnu comme tel. Émeutes, grèves, assemblées, partis, syndicats. Car ces pratiques de résistance s'expriment dans une multiplicité de comportements irréguliers, d'anomalies souvent silencieuses, auxquelles la pratique théorique de la généalogie, Foucault, essayerait de donner une place et de donner la parole. Or, il me paraît que les difficultés qu'on a repérées dans l'argumentation de surveiller et punir, dans une certaine lecture de l'argumentation de surveiller et punir, sont ainsi au moins partiellement évacuées. En effet, ce qui justifie les homologies et la coordination entre les institutions disciplinaires hétérogènes n'est pas la définition d'un modèle de pouvoir abstrait, d'un principe général, mais bien plutôt l'enquête historique sur les modes d'organisation matérielle du temps et de l'espace, fonctionnels à ce qu'on appelait la production de subjectivité dans la société capitaliste. Je passe à la deuxième hérésie qu'on peut repérer dans les cours de Foucault. Et je la formule comme il suit. Bien qu'elle ne soit pas reconnue ou nommée comme telle, le problème de l'exploitation capitaliste reste une référence centrale dans la recherche de Foucault sur le fameux concept de biopouvoir, car ce concept permet d'aborder ce même problème à un niveau non plus micro-analytique, mais macro-social, le niveau de la circulation ou de la reproduction de la population dans la société capitaliste. Et il me paraît qu'un point d'hérésie, justement, reconnu comme tel dans le texte des leçons de Foucault, permet d'apprendre ce glissement. Or, là, à nouveau, plusieurs interprètes ont souligné que l'analyse concrète des relations industrielles proposée par Marx dans le livre 1 du Capital constitue en partie un modèle pour le glissement de réflexion de Foucault de l'hypothèse de la répression à celle de la positivité du pouvoir. Un modèle dont Foucault s'éloignerait, cependant, en considérant non plus les classes, mais la vie ou le bios comme objet des stratifications de pouvoir des savoirs. Comme Foucault l'écrit dans Sécurité, territoire et population, l'émergence de l'objet population à l'intérieur des sciences bureaucratiques et de l'économie politique moderne rendrait à nouveau d'actualité l'opposition entre Marx et Malthus. On a l'impression donc qu'une autre dissociation entre les concepts de pouvoir et d'exploitation s'opère ici. D'un côté, il y aurait Malthus, l'analyse bioéconomique de la population, et donc la possibilité de forger la notion de biopouvoir. De l'autre, il y aurait Marx, c'est-à-dire ce que Foucault appelle le contournement du problème, donc l'impossibilité d'une théorie du biopouvoir dans le cadre de la critique de l'économie politique. Or, pourtant, quand on lit bien Sécurité, territoire et population, on s'aperçoit que la fracture entre les deux, nous dit Foucault, prend la forme d'un point de partage, d'un écart, disons, qui présuppose un commun, puisque la séparation entre Marx et Malthus est donnée, et je cite Foucault, à partir d'une pensée de l'économie politique qui n'avait été possible qu'on pensait que dans la mesure où le sujet population avait été introduit. Fin de citation. Quand on lit Le Capital, en effet, on comprend que le problème de la surpopulation n'est en fait ni éludé ni ignoré. Il est déconstruit et reformulé. Marx critique, on le sait, d'abord le discours de Malthus, qui naturalise un phénomène social, l'augmentation exponentielle de la population, en effaçant ses déterminations économiques. Mais ensuite, il redéfinit les termes du problème, en passant d'un discours, disons, biologique ou biométrique à un discours historico-politique, et en analysant donc la surpopulation comme un phénomène d'une part relatif, car lié au processus d'accumulation, aux phases d'expansion, stagnation et crise du mode de production, et d'autre part comme un phénomène antagonique du mode de production, car les alliances potentielles entre les travailleurs salariés et les surnuméraires du marché du travail constituent une menace majeure pour les intérêts des capitalistes. Alors, si on pense à ça, on a l'impression que plus de diverger, l'approche de Foucault semble plutôt revenir sur la reformulation marxienne du problème de Malthus, générant là aussi un double écart conceptuel. D'un premier point de vue, Foucault élargit à nouveau la perspective de Marx, centrée sur la relation entre loi générale de l'accumulation, nombre d'employés et variation quantitative de la population. Et à ce propos, Foucault souligne certes la relation qui dit circulaire entre l'accumulation du capital, la formation de l'objet épistémique de la sexualité et l'institution des dispositifs de régulation de la procréation. Mais en faisant cela, il met
pas l'accent tant sur une biopolitique générale, comprise comme un pouvoir absolu sur la vie ou de la vie, mais plutôt sur l'inscription différentielle, je dirais, de la sexualité individuelle et collective dans les rapports de classe. Il décèle, autrement dit, les exigences reproductives contradictoires de la société capitaliste. Société prise entre la nécessité d'augmenter la masse de population potentiellement employable, les risques de conflits sociaux liés à la relation entre surpopulation et sous-emploi, et la prolifération de discours et de pratiques sexuelles, souvent indépendantes, autonomes, déliées de la fécondation. Dans une seconde perspective, Foucault, toutefois, ne se contente pas d'intégrer le biopouvoir dans les déterminations économiques, mais il réintroduit ainsi les pratiques subjectives au sein de cette rédaction, sans objectiver le phénomène démographique comme une variable dépendante de l'accumulation capitaliste. Pourquoi? Parce que si la nouveauté de l'approche dite gouvernementale réside en effet dans l'idée que le pouvoir, je vais vite, s'exerce sur, non pas comme une contrainte directe, comme dans les cas des disciplines, mais comme une forme d'action sur l'action des autres, comme une forme de conduite des conduites, eh bien, ça veut dire que cela présuppose une relative liberté des acteurs. Eh bien, et si cela est vrai, alors on dirait une marge d'aléatoire, un espace de jeu déterminé par l'initiative des sujets, les choix procréatifs, par exemple. Ceci est à la fois le présupposé, l'inattendu, la condition opératoire, le facteur d'instabilité de l'ajustement, comme l'appelle Foucault, des phénomènes démographiques, à la valorisation capitaliste que les mécanismes biopolitiques de modulation de la vie devraient garantir. Alors, je conclus ce premier mouvement en disant que si l'hypothèse de la discipline intervient alors, je résume schématiquement, sur la sphère de la production, en insistant sur les opérations qui constituent la force de travail comme activité productive générique, échangeable pour un certain temps contre un salaire, eh bien, l'hypothèse gouvernementale, en revanche, touche le niveau de la circulation de la reproduction, en décrivant les techniques nécessaires à ordonner les flux de population et en établissant le seuil optimal entre fluctuation et stabilité, fluidité et goulot d'étranglement, qui permet de soutenir la reproduction et le mouvement des éléments utiles au processus de valorisation et de limiter, par contre, celle des éléments qui lui nuisent. En résumé, donc, je dirais, toujours de manière un peu tranchante, étant la condition historique et le présupposé logique des technologies des pouvoirs analysées par Foucault, le concept d'exploitation capitaliste et les antagonismes qui l'entraînent sont en même temps le résultat ou l'effet de ces technologies mêmes, tout en intériorisant et en généralisant leurs contradictions. Or, une fois ce premier mouvement accompli, il reste à savoir, me paraît-il, quels effets cela produit lorsqu'on revient à la lecture de Marx. Et cette fois, mes excuses sont adressées à Emmanuel et aux autres experts de Marx qui sont présents à ce séminaire. Je commence donc avec le deuxième mouvement. Alors, si on parcourt rapidement le débat qu'il y a eu à ce sujet, on remarque que deux approches majeures au thème, au problème, à la catégorie de pouvoir, ont été dominantes dans l'interprétation de Marx. Une approche que je qualifierais de réductionniste et une approche qu'on pourrait dire négative. Là aussi, je vais très vite et j'opère des simplifications assez radicales. Lorsqu'on prend en compte les formules de la célèbre préface à la critique de l'économie politique de 1959 ou, par exemple, le chapitre 4 du premier livre du Capital, Marx semble en effet présenter le pouvoir à partir d'une relation étroite avec la base économique de la société, on le sait. Dans le premier cas, le pouvoir est conçu comme une entité politique déterminée par son fondement économique, une superstructure idéologique, un élément second, doté d'une autonomie seulement relative, puisque conditionné en dernière instance par les lois de l'économie. Dans le deuxième cas, le pouvoir semble en revanche conçu comme une domination directe d'une entité économique sur la vie sociale. Le capital, entendu comme abstraction réelle ou comme sujet automatique, qui s'autonomise et se rétorque contre les individus producteurs. Or, selon une première ligne d'interprétation, le pouvoir serait alors à entendre comme quelque chose de tendanciellement réductible à la dynamique macroéconomique, car il serait ou bien le reflet de ce niveau fondamental, ou bien une forme d'abstraction politique analogue à l'abstraction économique de la valeur marchande. En ce sens, l'originalité théorico-politique de Marx résiderait, que l'on veuille ou non, dans son économisme. Selon une seconde ligne d'interprétation, en revanche, la conception matérialiste d'Aristote trouverait ici non pas sa force, mais plutôt sa limite.
Et la définition du pouvoir comme champ superstructurel ne révélerait pas tant sa réduction à la sphère économique. Ça serait plutôt l'indice de la sous-détermination conceptuelle du problème dans la pensée de Marx. La tâche du marxisme, selon cette seconde ligne d'interprétation, consisterait par conséquent à combler ce vide et à construire donc une conception matérialiste du pouvoir politique, en dotant la critique de l'économie politique d'une théorie des appareils d'État et du rôle qu'il joue dans la lutte de classe. Or, bien que différentes évidemment, ces deux approches partagent néanmoins, j'ai l'impression, deux idées de fond. D'abord, une concession du pouvoir économique ou politique comme une entité relativement unitaire et homogène. Deuxièmement, une définition du pouvoir comme élément qui, quoique déterminé par l'économie, ou en partie conditionnant un retour celle-ci, transcende en tout cas les rapports sociaux. En définitive, selon cette perspective, Marx adopterait une grille d'analyse que l'on pourrait dire de étatisation du social, à savoir l'idée d'une centralisation du pouvoir politico-économique dans des fonctions unitaires homogènes de domination, le capital avec un C majuscule d'une part et l'État avec un E majuscule de l'autre. Et donc, cette conception serait alors très, très éloignée du schéma foucaldien que l'on pourrait par contre qualifier de socialisation du politique, c'est-à-dire l'idée d'une dissémination du pouvoir dans une multiplicité de rapports mobiles et changeants. Or, cependant, la relecture de quelques pages de Marx à la lumière de ces hérésies de Foucault, que je viens d'esquisser, permet d'aborder, me paraît-il, la question autrement. Au lieu de regarder au problème du pouvoir à partir de la thèse de l'autonomie ou de l'hétéronomie du rapport entre économie et politique, nous pouvons plutôt faire l'hypothèse de son immanence au rapport social d'exploitation et défendre l'idée que celui-ci ne fonctionne pas seulement au niveau superstructurel ou structurel, mais que les relations de pouvoir fonctionnent à un niveau qu'on pourrait qualifier de infrastructurel ou infraéconomique. Si, en effet, le concept de pouvoir est désigné par Marx à travers une sémantique ambiguë qui oscille de la notion de violence, Gewalt, à celle de puissance, Max, à celle de domination, Herrschaft. Et si les analyses du capital doivent être entendues, en suivant Étienne Balibar, comme une violence de l'économie, mais aussi comme une économie de la violence, eh bien, il semble alors légitime de se demander à travers quel concept opératoire Marx rend compte de cette économie du pouvoir qui est à la fois interne mais non complètement réductible aux rapports sociaux capitalistes. Or, pour esquisser une réponse et aller vers les conclusions, on peut distinguer, me paraît-il, trois moments foucaldiens chez Marx qui nous permettent d'esquisser ce qu'on pourrait appeler une analytique des rapports de production. Alors, le premier moment concerne la méthode employée par Marx dans sa critique de l'exploitation. Lorsqu'on commence la lecture du Capital par son premier chapitre, nous découvrons, on le sait, que la théorie de l'exploitation présuppose d'une part un mouvement dialectique, désolé Léna pour cet emploi indéterminé du mot dialectique, et d'autre part une distinction structurelle. D'abord, Marx analyse la valeur, on le sait, comme la valeur contenue dans la marchandise à partir de ces deux facettes, la valeur d'échange et la valeur d'usage. Et il rattache ces deux facettes de la valeur à deux concepts, le travail concret et le travail abstrait. D'autre part, Marx décrit aussi le mouvement par lequel les marchandises entrent en relation entre elles, dans une relation d'équivalence au moyen de la valeur d'échange, qui se développe ensuite en argent et qui donne enfin lieu au sujet automatique, à la valeur qui s'auto-valorise. Le concept de capital, dans la première section du Capital, est ainsi présenté à partir de ce qu'on appelle le caractère fétiche, le fétiche caractère, de la marchandise et de l'argent, mystification qui voile sa source originaire. Ensuite, la distinction structurelle entre la sphère de la circulation et la sphère de la production permet de dépasser cette première forme phénoménale de la valeur et analyser le véritable processus qui l'engendre, l'extorsion, on le sait, d'une survaleur à travers l'imposition d'un surtravail. Mais, lorsqu'on commence la lecture du Capital par son avant-dernier chapitre, nous découvrons que cette exposition dialectique et cette distinction structurelle sont doublées d'une enquête historique et d'une enquête qui prend la forme de ce qu'avec Foucault on pourrait appeler une généalogie, précisément. Marx étudie en effet la législation anglaise du XVIe et du XVIIe siècle et identifie ainsi une discontinuité historique radicale qui permet aux propriétaires de la force de travail de rencontrer le possesseur des moyens de production sur l'espace lisse du marché.
Cette discontinuité s'appelle accumulation originaire, c'est-à-dire accumulation liée à l'ursprung, à l'origine, et qui consiste dans une séparation forcée et violente, Marx insiste beaucoup sur ça, des paysans, des conditions de réalisation du travail, au moyen de l'expropriation, des common lands. Ce processus, c'est intéressant, c'est important de le souligner, Marx le définit aussi dans les Grundrisse comme la genèse extra-économique de la propriété. Or, si on regarde à ce moment de l'analyse de Marx à travers les yeux de Foucault, et notamment à travers les idées exposées dans l'article Nietzsche, la généalogie et l'histoire, nous comprenons que ce court-circuit entre la dimension logique et la dimension historique de la démarche marxienne peut être qualifié, je disais, en termes justement généalogiques. Cela pour trois raisons. Premièrement, parce que Marx ne construit pas un processus continu, linéaire de développement des conditions de l'accumulation, mais bien plutôt un saut ou une accélération historique. L'accumulation originaire décrit, je cite ses propres termes, ses propres adjectifs, un changement brusque des structures sociales, tout en soulignant en même temps, et je le cite à nouveau, un bouleversement de l'expérience vécue par les paysans en cours de prolétarisation. Dans les termes de Marx, on pourrait dire que l'accumulation originaire coïncide, je cite à nouveau, avec un moment qui fait époque, une césure de l'époque, avec une rupture dans les processus de transition du mode de production féodal au mode de production capitaliste. Dans les termes de Foucault, c'est ce qu'on pourrait dire que cette origine est aussi une émergence, l'irruption d'une nouvelle configuration de rapports de force, c'est-à-dire, je cite directement l'article de Foucault, l'entrée en scène de nouvelles forces. Deuxième raison, ce moment est généalogique puisque cette origine ou émergence est décrite comme une violence première. Marx l'a décrit carrément avec un registre ironique, mais théologique. Il l'a décrit comme le péché originaire du capital. L'accumulation originaire est définie, je le cite à nouveau, comme la longue kyrielle d'actes de pillage, d'atrocités, de souffrances qui accompagnent l'expropriation du peuple. Fin de citation. C'est-à-dire comme on a un ensemble de déprédations, de séquestrations, de tortures et de barbaries commises pour séparer les travailleurs des moyens de production, pour concentrer les moyens de production dans une propriété restreinte et pour construire par conséquent un marché de consommation interne. Cette violence s'inscrit en plus dans le corps des prolétaires. Et Marx dit, je le cite à nouveau, que l'histoire de cette expropriation est inscrite dans les annales de l'humanité à caractère de sang et de feu. Et c'est ce que, toujours avec les termes nietzschéens de Foucault, on pourrait appeler la méchanceté, je le cite, la méchanceté des commencements. Troisièmement, ce moment est généalogique puisque cette violence première témoigne d'un conflit qui est constamment réactivé dans le présent du mode de production. D'une part, nous dit Marx, la discipline du salariat se fait, et je le cite à nouveau, à coups de fouet, de marquage au feu rouge, et des tortures. Donc, elle s'est construite à l'intérieur d'une lutte entre les paysans expropriés qui deviennent vagabonds, mendiants, voleurs, et qui pratiquent donc ce que Foucault appelle les illégalismes populaires, et la classe naissante des capitalistes industriels. Mais d'autre part, Marx nous dit aussi que la reproduction élargie du rapport social capitaliste implique que cette séparation conflictuelle est constamment rejouée, approfondie. Autrement dit, la discontinuité historique première de l'accumulation des hommes et du capital, pour jouer avec les expressions de Marx et de Foucault, réapparaît dans la continuité de l'exploitation du travail comme une sorte d'actualité d'origine. Or, en réalisant donc le début et la fin du capital avec ce filtre généalogique, on remarque deux choses. D'abord, le fait que ce que certains interprètes de Marx appellent la dialectique de la valeur est constamment traversée par une généalogie de la violence et des luttes qu'elle entraîne. Autrement dit, on comprend dans des termes plus marxistes que la démarche de l'exposition théorique, de la Darstellung, est brouillée par le moment de la recherche historique, de la Forschung. Ensuite, deuxième chose, on remarque que ce moment historico-généalogique implique une idée de pouvoir qui ne se réduit pas à une autorité politique extérieure aux rapports sociaux ou à une abstraction marchande qui s'en autonomise, mais bien plutôt à l'idée d'un opérateur constitutif, interne et contesté à l'espace économique. Cette violence, justement, que Marx n'envisage pas seulement comme accoucheuse de la transition historique, mais aussi, et je le cite à nouveau, comme un potentiel économique en soi. Or, le deuxième moment foucaldien chez Marx concerne par contre le rapport entre théorie de l'exploitation et concept de domination. Dans un article qui s'appelle « Les mailles du pouvoir »,
Foucault il pense de citer en fait le livre 2 du Capital, mais comme il a été montré par Rudy Leonesi, il cite en fait la section 4 du livre 1 du Capital. Et il nous dit, je le cite, que ici Marx développe une analyse concrète de la genèse locale, de l'hétérogénéité, de la productivité et du caractère technologique des rapports de pouvoir qui structurent l'espace de l'entreprise capitaliste. Or, ce qu'on découvre alors en lisant Marx à travers ses idées, c'est que l'exploitation capitaliste ne s'inscrit pas seulement dans une domination abstraite de la valeur des choses, ni dans la dépendance des travailleurs aux lois personnelles du marché, car elle implique au contraire une dimension qu'on dirait créative, polymorphe et relationnelle des rapports de pouvoir. Premièrement, on comprend en effet que la domination fonctionne à une échelle microsociale, à savoir dans les relations quotidiennes qui s'instaurent dans l'espace organisationnel de l'industrie. Deuxièmement, on comprend que cette domination s'exerce à travers une multiplicité de techniques disciplinaires positives qui permettent le contrôle, la mesure et l'intensification de la force productive du travail social. Troisièmement, on comprend que ces techniques opèrent et se modifient dans une relation avec les résistances ouvrières, qui prend une forme que, toujours avec Foucault, on pourrait appeler à la fois de antagonique et d'agonistique, d'opposition irréductible d'une part et d'incitation réciproque à la transformation de l'autre. En premier lieu, il faut en effet souligner qu'en décrivant les formes de subvention du travail au capital, Marx n'insiste pas seulement sur la succession diachronique, mais aussi sur la coexistence synchronique des modes d'interaction, modes d'organisation, hétérogènes du procès de travail. Dans le chapitre aussi inédit, un texte que Foucault ne cite jamais, mais qui lui aurait plu, je pense. Par exemple, Marx rajoute à la distinction entre subvention formelle et subvention réelle du travail au capital l'existence de formes qu'il appelle bâtardes ou mixtes de subvention, formes qui sont capables de rendre compte des anachronismes internes au développement économique, comme dans le cas des plantations coloniales ou dans les formes de travail servile existant dans les métropoles industrielles. Mais dans la quatrième section du Capital, Marx insiste aussi sur le fait que même dans le cadre de la subordination ou subvention réelle du travail, dans laquelle une sorte de fétichisme des machines fait apparaître les forces sociales du travail comme inhérentes au capital, eh bien, même dans ce cadre, la domination n'est pas seulement impersonnelle, car le commandement capitaliste est exercé à travers l'action d'une panoplie de figures hiérarchiques, contremaîtres, contrôleurs, entraîneurs, surveillants, figures qui permettent d'une part d'intégrer la violence extra-économique de l'accumulation capitaliste dans les lois économiques comme contrainte muette, car, et je cite à nouveau une très belle phrase de Marx, le fouet du négrier est ici remplacé par le cahier des punitions des surveillants, fin de citation. Mais ces figures permettent aussi de redéployer cette violence première comme exception, c'est-à-dire comme action répressive face au soulèvement à la résistance prolétaire. En deuxième lieu, on peut aussi remarquer que la discipline d'usine décrite par Marx n'opère pas seulement de manière négative ou répressive, justement, mais au sens positif. Parce que travaille, oui, pour fixer l'ouvrier à sa tâche, à sa machine, mais surtout pour intensifier la force productive du travail coopératif. La discipline, autrement dit, ne vise pas seulement à interdire des comportements dangereux pour l'extraction de la survaleur, mais il garantit surtout la connexion entre l'individu, le collectif de travail et l'appareil technique de production, pour créer ce que Marx appelle, dans des termes à nouveau très proches des termes de Foucault, un différentiel, je le cite, un différentiel de force sociale, le différentiel de la coopération, différentiel qui n'est pas seulement, et je le cite à nouveau, une augmentation de la force productive individuelle grâce à la coopération, mais aussi la création d'une force productive qui doit être en soi la force d'une masse. Fin de citation. Or, enfin, dernier point, il faut remarquer aussi que tous ces dispositifs de pouvoir multiples, variés, productifs, ne donnent pas lieu pourtant en domination totalisante ou complète du capital sur les travailleurs, parce qu'il se constitue plutôt, je l'ai déjà dit, en relation avec les ouvriers, qui peut prendre la forme ou bien d'une lutte des classes ouvertes, la guerre pour la réduction du temps de travail, se diffuse tout au long du procès de valorisation, résistance qui induisent précisément les changements dans les mécanismes de subordination du travail au capital. À ces propos, Marx souligne plusieurs fois que la transition de l'extorsion de la survaleur
absolue à la survaleur relative, et déterminer précisément la guerre civile des ouvriers pour réduire la journée de travail. Mais il soutient aussi que, et je le cite, la direction exercée par le capitaliste n'est pas seulement une fonction particulière issue de la nature du processus de travail social relevant de celui-ci, c'est en même temps une fonction d'exploitation d'un processus de travail social déterminé, donc par l'antagonisme inévitable de l'exploiteur et du matériau qu'il exploite. Fin de citation. Par conséquent, on peut bien dire les innovations techniques et organisationnelles de l'entreprise capitaliste dépendent plus ou moins directement des existence même. Car, je cite Marx, on pourrait écrire toute une histoire des innovations qui ont vu les jours que comme qui n'ont vu les jours que comme armes de guerre du capital contre les émeutes ouvrières. Or, je décris juste un troisième moment foucaldien chez Foucault et je conclus. Ce troisième moment concerne la dimension discursive du rapport entre la domination du processus de travail et les conflits ouvriers. Une dimension que dans certains textes de Marx me paraît-il être saisie au moyen de la notion foucaldienne de police discursive. Tel que dans la conférence très très connue, l'ordre du discours. Or, à ce propos, je pense qu'on peut préciser le premier cahier des manuscrits de 1944. Marx explique que pour critiquer l'économie politique, il faut partir de son point de vue. C'est-à-dire, je le cite, de sa langue. Je comprends de ses énoncés et de la manière dont ils décrivent le monde social. En suivant donc les propositions, je le cite à nouveau, de l'économie politique, on découvre que les termes que l'on emploie pour décrire la réalité correspondent en effet à la forme que des individus aux choses, la domination de la propriété privée. Forme sous laquelle le sujet ne serait gardé d'autres significations que celles de leur valeur marchande. Or, si toutefois ce ne sont donc pas seulement les individus qui projettent une seule et même signification sur les choses, mais ces choses mêmes qui apparaissent comme exprimant plus rien d'autre que l'argent, eh bien cet état de fait se voit aussi renforcé dans et par le langage de l'économie. Langage qui a tendance à réduire non seulement les choses, mais également les sujets vivants à leurs fonctions économiques. Or, on serait évidemment tenté de désigner ce genre de discours par le nom d'idéologie. Mais toutefois, Marx, dans les manuscrits de 1944, n'emploie pas encore ce concept. Et la manière dont il analyse le discours de l'économie politique semble, me paraît-il, dépasser au moins en partie le cadre théorique et les thèses qui sont généralement rattachées au concept d'idéologie. À ce stade, en effet, le savoir économique n'est pas seulement compris comme un genre de discours qui, par son contenu, légitime l'état des choses existant ou fait obstacle à sa transformation en produisant des illusions socialement nécessaires. Ce discours, il est également un mode d'énonciation qui contraint, qui limite, qui informe l'espace des paroles possibles. Un discours qui, aurait dit Foucault, délimite les conditions d'émergence de certains objets de connaissance. Autrement dit, lorsqu'on observe ce que dit Marx, on s'aperçoit que, par contraste avec la définition classique ou vulgaire, si vous voulez, d'idéologie comme vision du monde prétendument universelle, eh bien, on découvre que ce discours ne cherche pas seulement à présenter la réalité sociale du point de vue des intérêts spécifiques de la classe qu'il énonce, mais il contribue aussi et surtout à imposer un certain mode de description de phénomènes, à délimiter ainsi le champ des manifestations des objets et leur transformation possible. En ce sens, l'efficacité du discours économique ne se prouve donc pas seulement dans ce qu'il dit, mais aussi et surtout dans ce que, à partir de lui, devient impossible de dire. Et ce discours est en effet caractérisé, nous dit Marx dans les manuscrits, par l'usage de formules générales et abstraites, je le cite, qui ne laissent aucune place à la prise en compte des expériences sociales vécues, et notamment à celles des travailleurs. Ce qui relève de l'expérience, on dirait, est rejeté, déjuré de droit, selon les règles de l'énonciation, hors du champ de possibilité du discours, puisqu'il n'appartient pas à ce qui peut être dit vrai. Il ne peut pas être dans le vrai ou dans le réseau métaphorique propre à la discipline de l'économie. À nouveau, en termes foucaldiens, on pourra dire que le même du discours sur un certain objet ne peut se constituer qu'en objectivant un autre
qui est à la fois exclu comme altérité, mais qui est aussi inclus comme minorité dans la structure d'énonciation dominante. Ou, dans des termes jeunes marxiens, et je cite les notes sur 1000, si jamais un langage humain pouvait être parlé dans le monde dominé par la propriété privée, il ne pourrait être reçu que comme une altérité incompréhensible, comme, je cite Marx, comme une folie et repoussée comme telle. Bah, je conclus sur l'exemple issu des textes de la maturité de Marx. Bien, dans le chapitre 13 du Capital, et je remercie infiniment Guillaume Sibertin-Blanc pour avoir signalé ce texte, bah, dans le chapitre 13 du Capital, texte dans lequel le Capital, Marx n'emploie plus le concept d'idéologie, un schéma similaire à celui que je viens de décrire me paraît à l'œuvre. Bah, dans un paragraphe consacré aux clauses d'hygiène dans la législation anglaise sur le travail ouvrier, Marx reprend en effet un certain nombre d'échanges engagés recueillis dans les livres bleus des inspecteurs d'usine. Et en particulier, il reprend un rapport des travaux d'une commission instituée par la Chambre des communes afin d'enquêter sur les conditions de travail dans les mines. Or, ce qui est intéressant, c'est ce qu'en reportant ces échanges, Marx n'insiste pas tellement sur la dimension idéologique, on dirait, des questions posées par les membres de la commission aux ouvriers, mais plutôt sur un effet qu'on pourrait qualifier de quadrillage de la parole des mineurs et sur les stratégies discursives par lesquelles les mineurs même essayent de résister. Là, je cite entièrement le passage parce qu'il est très, très beau et très intéressant. Je cite ce chapitre 13. La manière d'interroger les témoins par la commission d'enquête rappelle les interrogatoires croisés devant le tribunal anglais, où l'avocat, en prenant le témoin dans le feu croisé des questions impertinentes et captieuses, cherche à lui faire perdre contenance et à déformer le sens de ses paroles. En l'espèce, les avocats sont ici les membres de la commission parlementaire eux-mêmes, parmi lesquels figurent des propriétaires des mines et des exploiteurs. Les témoins sont des mineurs qui, le plus souvent, viennent des houillères. Toute cette farce est trop caractéristique de l'esprit du Capital pour que je n'en donne pas ici quelques extraits. Et ensuite, il cite ces extraits, ces dialogues très intéressants. Bah, en conclusion, 3 choses sur cet extrait que je viens de citer, qui me paraît intéressant de remarquer. Bah, d'abord, l'analogie pénale que Marx emploie pour mettre en scène ces dialogues. La structure de l'interrogatoire, nous dit, est en effet basée sur des questions captieuses, c'est-à-dire sur des questions qui essaient d'encadrer les réponses dans un schéma où certaines choses ne peuvent pas être dites ou ne peuvent pas être dites sans tomber en contradiction. C'est ce qu'on remarque quand on lit ces échanges qui suivent cet extrait. Deuxième chose, c'est la dimension de contrainte directe que ce mode d'interaction langagé met en place. Mode d'interaction qui précisément rappelle beaucoup, au moins à mes yeux, l'idée de police discursive et moins l'idée d'une illusion ou d'un renversement idéologique de la réalité. Troisièmement, ce qui est intéressant, je l'ai déjà dit, sont les tactiques discursives qu'il faudra étudier plus dans les détails, mises à l'œuvre par les mineurs qui essaient de sortir de ce cadre de parole et qui le font déjà en donnant des réponses très très courtes, très très nettes et qui mettent au centre les conditions concrètes de leur expérience de travail. Or, voilà, je conclus comme j'avais commencé, c'est-à-dire in medias res, au beau milieu du développement. Je n'ai pas de conclusion, mais j'espère toutefois d'avoir montré au moins en partie que cette prétendue alternative entre une critique sociale en termes d'exploitation et une critique en termes de rapport de savoir-pouvoir n'est pas si exclusive que ça. Merci. Désolé de la longueur. Merci Matteo. Donc, voilà, c'est donc le moment de la discussion, des questions. Que quelqu'un se lance. Voilà, moi, si vous voulez. Ah, ok, Lucas. Bon, très heureux de participer à cette session du séminaire Marx, enfin, du séminaire Marx, travaux sur Marx. Sur les tests de Matteo, je dirais tout de suite, c'est ce qui m'a beaucoup plu en moi, c'est l'analyse de l'accumulation primitive en termes généalogiques, parce que j'avais jamais pensé, mais ça me semble effectivement parfait, en fait. Je n'aurais pas des objections contre cette lecture, au contraire, ça me semble exactement, effectivement, correspondre à ce que Foucault appelle la généalogie, que souvent on met dans un sillage complètement nietzschéen, alors que là, tu montres qu'effectivement,
eh bien, chez Marx, il y a un usage de l'histoire qui est tout à fait généalogique. Foucault lui-même l'a dit à plusieurs reprises, mais on les voyait moins sous ces choses, parce qu'on voyait surtout, en fait, les textes sur la guerre civile, etc. Alors que là, carrément, sur un concept comme l'accumulation primitive, tu vois comment on peut faire une analyse généalogique au sens foucaldien. Mais sur ces points, je ne discuterai pas et je les laisse aux marxistes parce que je pense que c'est eux qui auront des objections peut-être. Moi, naturellement, je me limite un peu à ce que me concerne un peu plus. C'est un peu la fin, en fait, du premier mouvement. Hein, naturellement, la question de la population. Là aussi, mes félicitations parce qu'il me semble que tu échappes à un piège qui est celle souvent d'entendre la biopolitique comme une question de rapport du politique aux faits biologiques bruts. Alors, si on ne veut pas parler des vies nues, hein, à la vie en tant que telle, à la vie en tant que biologie, alors que Foucault, effectivement, s'il y a une richesse de son analyse, c'est justement démontrer que la population, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un ensemble de comportements. C'est un ensemble de comportements qui sont variés, qui sont des comportements des choix déterminés, des choix sur lesquels il faut influer à niveau gouvernemental. Effectivement, c'est un conduit des conduites qui ensuite s'établit à travers l'économie politique, et qui surtout, ce sont des choix qui ont en fait, au moins du point de vue de la population, un double aspect. En fait, ce sont des choix économiques, c'est-à-dire ce sont des choix d'un sujet d'intérêt sur un marché, d'où le fait que l'avènement de la population, en fait, il est inséparable de l'avènement du sujet d'intérêt, du marché et de tout l'appareil, disons, libéral. Et puis, ce sont des choix, et c'est l'aspect sur lequel Foucault a moins travaillé, malheureusement, ce sont des choix qui ont à voir avec la reproduction, avec la procréation, et ce sont des choix qui ont à voir avec un champ sexuel. Alors, ce qui est étonnant dans tous ces discours sur la démoéconomie, c'est que Foucault, en gros, il y arrive à travers une sorte d'histoire de la sexualité qui, à un certain moment, s'interrompt et ensuite, il analyse la population uniquement du point de vue, disons, économique. C'est dommage qu'il n'ait pas essayé lui-même, en fait, de faire converger les deux choses, parce que l'on verrait aussi combien il est inexact, en fait, cette fameuse opposition qu'il fait entre Marx et Malthus, entre, disons, le moment démo économique et puis l'analyse des classes. Pourquoi c'est inexact? Parce qu'en fait, Malthus aussi, il fait une analyse des classes. Il fait une analyse du phénomène populationnel en termes des classes, et il est fait notamment dans la version successive à la première version des principes de population. Sauf que là où, effectivement, Marx et Malthus divergent, et là où Malthus apparaît profondément, en fait, encore non moderne, si on peut parler comme ça, c'est que Malthus fait une analyse seulement en termes de consommation des classes. Son objectif pour résoudre le grand problème d'une population qui s'est adaptée aux ressources, c'est en fait de transformer toutes les classes dans une classe plus vertueuse, qui serait la classe bourgeoise, et qui est capable de comportements vertueux du point de vue de la consommation et du point de vue, en fait, de l'appropriation. Chez Marx, évidemment, ce n'est pas du tout le même discours, déjà parce qu'il fait une analyse en termes de production, comme tu le montres bien, hein, et puis aussi parce que ce qui l'intéresse, en fait, ce n'est pas la transformation d'une classe paresseuse à une classe vertueuse, mais évidemment, ce qui l'intéresse, c'est les conflits entre les classes, c'est la question de comment, à travers ces conflits, on obtient en fait cette sous-valeur. Alors, ceci, pourquoi je dis ceci, en fait, parce que ceci montre en fait la façon dont Foucault présente ces débats entre Malthus et Marx comme un débat entre soit la population, soit les classes, montre aussi, à mon avis, la difficulté qu'il a, lui, de sortir, en fait, d'une analyse en termes d'exploitation, comme tu le montres très bien, et d'une analyse en termes de classes. Je pense que c'est vraiment un peu à la fois l'objectif et la trappe dans laquelle il reste enfermé pendant les années 70. Et pourquoi je dis ça? Parce que, en réalité, si on faisait ce travail de croiser le point de vue populationnel, démo-économique,
centré sur l'analyse de la population comme sujet d'intérêt. À la question de l'histoire de la sexualité, on verrait que justement dans l'histoire de la sexualité, comment Foucault la pratique ces années-là, en 1976 notamment, le concept de classe est encore absolument présent. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute la biopolitique, comme l'a présenté dans la volonté des savoirs, c'est une affaire des classes. C'est la bourgeoisie comme classe qui a imposé un certain mode d'être au corps social pour attendre le pouvoir. Donc, il fait une analyse en termes des classes qui est prise, en fait, qui est reprise dans un sens pénitchant ou des historiens aussi, hein, mais dans son histoire de la sexualité des années 70, à mon avis, au moins jusqu'à 1976, Foucault n'échappe pas véritablement, en fait, à la question de la classe. Et ceci montre justement que, par exemple, la vraie question de fond donc, du conflit entre Marx et Balthus, ce n'est pas une analyse en termes de classe ou pas, mais c'est comment en fait on entend la biopolitique. Soit on entend la biopolitique comme une sorte d'autorégulation dans laquelle en fait tous les sujets sont pareils, c'est-à-dire c'est comme ils les voient l'économiste politique ou le démographe, et qu'ils se différencient entre eux par des stratégies purement subjectives, soit on entend la biopolitique en fait comme une affaire dans laquelle les choix procréatifs et les choix de sexualité, etc., continuent d'obéir à la logique des classes, comme l'a montré Bourdieu, par exemple, hein, tout simplement. Alors, je ne vais pas tirer Foucault vers Bourdieu, mais effectivement, il me semble que ce n'est ni une vraie question, mais ni une vraie objection qui j'ai à ton travail, mais il me semble que ça serait intéressant de poursuivre ces parallèles entre Marx et Foucault, justement sur la question des choix, non plus seulement économiques, non plus seulement de l'individu libre, mais des choix qui sont régis par des logiques des classes, et notamment à niveau procréatif. Merci Lucas, tu veux répondre, Mathéo? Donc si vous voulez poser des questions, levez la main, comme ça je prendrai les tours de parole. Bah, comme c'était plutôt des invitations à réfléchir, je vais laisser peut-être parler quelqu'un d'autre. Je prendrai par la suite. Pour l'instant, il n'y a pas de mains qui se sont levées. Il y a Guillaume. Oui, il y a Guillaume. Guillaume? Ah oui, il y a Judith aussi après. D'accord. Bah, Guillaume commence peut-être et Judith. Non, ensuite. je laisse parler Judith d'abord, ça me laisse. J'ai des choses confuses en tête, donc si Judith veut prendre la parole d'abord, Mais moi, je vais être très rapide parce qu'en fait, je voulais dire à peu près les mêmes choses que Lucas, en particulier sur cette partie sur la généalogie, enfin sur l'accumulation originaire et la lecture généalogique de l'accumulation originaire. Je trouve que c'est très très bien. J'y avais pas pensé moi non plus, et je trouve que ça fonctionne très très bien. Je me demandais simplement, mais s'il n'y a pas une distinction à faire davantage sur... il y a deux choses en réalité. Il y a une première chose qui tourne autour de la question du travail chez Foucault, qui a été esquissée, cette dénaturalisation du travail chez Foucault, qui bien entendu procède au rebours de ce que c'est chez Marx, mais en même temps qui très tôt, si mes souvenirs sont bons, c'est dès la vérité et les formes juridiques, donc dès les conférences de 73, émerge chez Foucault. Alors c'est très étrange, à partir d'une perception de la transformation historique de la forme de la richesse. Et c'est à partir de cette transformation historique de la forme de la richesse, je cite de mémoire l'expression qu'il utilise, qu'il introduit, et je crois que c'est la première fois, c'est la première occurrence chez Foucault, il pointe la forme du capital. Et en même temps, ce qui est très troublant, c'est que quand il liste les éléments qui composent le capital, il n'y a pas la force de travail. Donc il dit les stocks, les matières premières, etc., etc. Et donc il y a une sorte de... Moi, je me suis toujours demandé cette espèce de point aveugle très étrange qui fait que... il y a du travail, mais sans les travailleurs. Et on a l'impression, pour revenir à ce que tu disais sur surveiller et punir, avec quoi je suis tout à fait d'accord, que c'est le morceau qui manque de 73. C'est-à-dire que du coup, tout le focus va être sur comment est-ce qu'on fait pour accrocher des corps au travail. Donc c'est la partie manquante. Ça, c'est le premier point. Alors c'est une hypothèse, mais je me suis toujours dit qu'entre 73 et 75, il y avait quelque chose qui se
se jouer là. Et la deuxième chose qui est liée à ça, c'est que le passage du sujet producteur au sujet capital, la première partie du cours sur la biopolitique, la seconde partie du cours sur la biopolitique, donc le passage du libéralisme au néolibéralisme, je trouve qu'il y a quelque chose qui peut-être qui permet de décliner l'idée de la reproduction autrement que comme une reproduction entendue au sens littéral, reproduction sexuelle dont parlait Luca. Bien entendu, ce que dit Luca est absolument central. Mais je me disais finalement, un des enjeux de la biopolitique, c'est aussi de gouverner la vie comme ensemble de comportements. Je suis parfaitement d'accord, il faut débiologiser la vie de ce point de vue-là, ou comme ensemble je sois, considérés comme des conditions de possibilité de la productivité des sujets mis au travail. Et là, pour le coup, c'est vraiment la définition marxienne de la reproduction sociale. Comment est-ce qu'on fait pour assurer la reproduction sociale en gérant en amont de cet accrochage des corps au travail l'ensemble des conditions de vie réduites au minimum qui permettent littéralement au sujet du travail, c'est-à-dire à la force de travail, de ne pas crever sous l'ouvrage. Et je dis ça parce que ce type de problématisation disparaît, et disparaît dès lors que Foucault, dans la deuxième partie du cours de 79, s'intéresse à ce qu'il va appeler le sujet capital, parce que du coup, la vie, les comportements, l'ensemble des comportements et des choix, c'est plus des conditions de possibilité de la production de la valeur, mais c'est de la valeur tout court. C'est-à-dire que la vie, en tant que comportement, c'est de la valeur. Et que du coup, le gouvernement des comportements, c'est pas seulement un gouvernement biopolitique des conditions de possibilité de la production de la valeur, mais un gouvernement littéralement du capital lui-même. Mathéo, Judith a fini la question, là j'ai plus entendu tout d'un coup. Oui, c'est bon, Judith? Mathéo? Je laisse encore Guillaume, ça me laisse le temps de réfléchir. Après, il y aura beaucoup de réponses d'un seul coup après. Ouais. Mais moi, j'aurais bien eu encore besoin de temps pour, pour réfléchir à ma question. Bon, j'ai comme. Bon, alors, juste pour embrayer sur ce qu'ont dit Judith et Lucas, j'ai trouvé aussi très intéressant le passage par l'accumulation primitive lu comme généalogie ou l'inverse. Mais alors, j'ai été peut-être encore plus intéressé par un autre point d'inflexion. C'est sur la question de la permanence des méthodes d'accumulation primitive dans le capitalisme historique. Parce que bon, depuis Luxembourg et jusqu'à David Harvey, jusqu'à à peu près tout le monde maintenant, bon, c'est devenu un peu une rengaine de dire non mais attention, l'accumulation primitive originaire n'est pas avant, n'est pas simplement une préhistoire du mode de production capitaliste, mais un ensemble de méthodes qui sont voilà, permanentes. Et alors, généralement, on insiste, j'ai l'impression, plutôt sur la distribution géographique inégale de ces méthodes. Alors que, si j'ai bien compris ton point à toi, c'est plutôt l'idée que l'accumulation primitive, en fait, continue jusqu'au cœur, en fait, des formes d'exploitation comme base d'une accumulation élargie, non ? Elle est enfin, l'accumulation primitive est intensivement toujours à l'œuvre, en fait, à chaque instant, à chaque jour, dans les formes d'exploitation de la force de travail, bon, encadré par le rapport salarial, etc. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant, enfin, si j'ai bien compris ton point. Non, ce que j'arrive pas bien à formuler comme question, mais c'est en écoutant Luca, et ça fait résonner aussi les travaux de Luca sur la question de la biopolitique. Je me suis demandé si ça pouvait pas être quand même intéressant parfois pour ton travail, de ne pas tenir simplement les deux figures Foucault-Marx en duo comme ça, en se regardant tantôt en chien de faïence et tantôt en amicale complicité, mais de faire intervenir des tiers. Bien, sur cette question de pourquoi Foucault fait réintervenir Malthus en 77, c'est ça, ou 77-78, bon. Alors évidemment, il y a une actualité quand même des réflexions sur le malthusianisme dans ces années-là. Bon. Je me souviens que Luca était revenu au débat autour du Club de Rome dans un article, enfin même dans plusieurs textes. Bon.
Et au même moment, il y a aussi des marxistes qui se préoccupent beaucoup de cette actualité du débat autour du malthusianisme ou du néo-malthusianisme. C'est aussi l'émergence de toute une série de nouveaux discours sur le tiers-monde, sur la question de la surpopulation dans le tiers-monde, bon, du contrôle des taux de croissance démographique. Bon. Et je pense à quelqu'un comme Claude Meillassoux, par exemple, bon, qui se penche sur ces questions-là. Alors, je ne sais pas s'il y a une interprétation forte d'une biopolitique à partir de Meillassoux, mais ça pourrait être intéressant, en passant par un tiers, de voir quel texte de Marx Meillassoux, lui, va lire. Bon. Par exemple, la question de la migration de la force de travail, migration transrégionale, internationale de la force de travail. Bon. Et bon, voilà, je me suis demandé si parfois, c'était pas intéressant pas simplement de recontextualiser Foucault dans une séquence, mais de faire intervenir un autre lecteur de Marx, enfin, ou un chercheur qui travaille avec Marx, et qui travaille sur des thèmes finalement proches, sans doute de façon très différente, mais proches des questions qui travaillent Foucault. Bon. Mais bon, il faut que j'y réfléchisse en réalité. Là, je te pose une question, mais qui n'est pas vraiment une question, elle n'est pas assez élaborée, mais c'était plus une réaction voilà, en t'écoutant et en écoutant Lucas aussi. Oui, je ne vais pas répondre précisément parce que c'était plutôt des invitations à réfléchir sur des sujets. Et sur ce que disait Lucas, ouais, enfin, je pense que toutes ces oscillations, enfin évidemment, je suis d'accord, moi je connais pas du tout Malthus, j'aurais dû l'étudier plus pour éviter de faire comme si, d'une part, il y avait juste un discours biologique sur la population et d'autre part, un discours socio-économique sur la population. C'était un peu ça la schématisation que j'ai proposée, mais en effet, il faudra lire Malthus. Mais plus en général, sur les oscillations de l'inscription ou pas dans les problèmes des conflits de classe, de ce que Foucault appelle la biopolitique ou les mécanismes biopolitiques, etc. Enfin, je pense que ce qui est intéressant pour lire ça, c'est justement cette notion de point d'hérésie. Cette notion, enfin, je n'ai pas parlé à l'intervention parce qu'évidemment, il n'y avait pas beaucoup de temps et ça peut paraître une évocation un peu rhétorique, un peu abstraite, un peu efficace précisément dans la mesure où elle est vague, mais en fait j'ai l'impression qu'on peut la mobiliser de manière assez déterminée et précise, ce concept. Enfin, point d'hérésie, ça veut dire, enfin, au sens vague, à un point de difficulté, de fatigue de la thématisation chez Foucault, mais d'autre part, à un problème commun à partir duquel des divisions se constituent. Ce problème commun, dans le cas du rapport, enfin, précisément, dans ce que Lucas disait, le rapport entre sexualité, pratique sexuelle, dispositif de régulation de la procréation, et d'autre part, comportements sociaux et rapports de classe. Enfin, ce problème commun est formulé par Marx de manière enfin, un peu objectivante, si on peut dire, parce qu'on a parfois l'impression que, parce que si son objet spécifique, ce n'est pas les variations de la population en tant que telle, mais c'est les surnuméraires par rapport au marché du travail. Ça, il faut rappeler que le problème de Marx est bien différent de celui plus général de Foucault. Mais tout en posant ce problème, en déterminant cet objet de cette manière, on a un peu tendance à lire chez Marx un rapport un peu objectivé de la population comme phénomène dépendant, de manière unilatérale, de loi de l'accumulation. Alors que chez Foucault, autre oscillation, on ne voit pas toujours, on ne voit pas trop l'inscription sociale, l'inscription du conflit de classe à l'intérieur des rapports biopolitiques. C'est un non-dit, parfois il est dit, parfois il est non-dit, comme tout ce rapport au problème de l'exploitation. Et c'est ça ce que le concept de point d'hérésie désigne. C'est quelque chose qui est dit, mais pas tout à fait. Après, je veux pas, j'ai un chapitre de la thèse sur ce concept plus précis où je définis plusieurs sens ce concept, mais là, je m'insère à un niveau un peu général. Et voilà. Et ce que je trouve intéressant de faire jouer l'un sur l'autre, c'est de pouvoir nuancer dans les deux cas les problèmes. C'est-à-dire pouvoir valoriser les aspects plus subjectifs et moins objectifs, pour en parler comme ça, dans le rapport entre capital et surpopulation chez Marx. Valoriser, par exemple, l'idée bien présente dans le capital pour laquelle les figures de marginalité, d'exclusion,
produites, enfin, les surnuméraires, individus comme figure de marginalité, sont en fait non pas des exclus de la lutte de classe, mais un des facteurs potentiellement qui déborde le rapport de classe, parce que leur alliance avec le travail salarié est la plus grande menace pour les capitalismes, dit Marx. Ça, du côté de Marx, faire jouer ce problème du côté de Foucault permet de montrer, d'insister sur cette inscription sociale de la biopolitique, qui est une chose que, dans le débat, est souvent laissée de côté. Ça, c'est un peu la réflexion qui me vient à l'esprit. Sur ce que disait Judith. Enfin, évidemment, toute cette question, là, j'ai employé les notions de circulation et de reproduction de manière très, très indéterminée, et je m'en excuse avec tout le monde. Mais évidemment, quand on parle de reproduction sociale, on a tendance à entendre sous ce concept plusieurs choses très, très différentes. Ce que je trouve intéressant chez Foucault, c'est le fait que si on le lit par ce prisme que j'essayais d'esquisser, on voit comment il n'y a pas juste une mécanique biopolitique de reproduction de la vie, mais il y a, en formulant le problème, Foucault est en train de suivre une tendance qui s'esquisse par exemple dans le féminisme marxiste, c'est-à-dire c'est de politiser en termes de classe aussi, des pratiques, des comportements, des choix, des actions qui ont été historiquement relégués à la sphère des loïkos, à la sphère du privé, à la sphère du domestique. Enfin, c'est ça, à mon avis, l'aspect intéressant qu'on peut souligner en faisant ça. Et après, évidemment, il faudrait j'ai la thèse, je distingue au mieux tous les sens de l'expression reproduction sociale. Ça, c'est ce que j'ai envie de dire pour rebondir. Et sur ce que disait Guillaume, ça allait un peu dans le sens, le conseil c'était d'étudier Malthus un peu mieux de ce que j'ai fait. Je suis tout à fait d'accord, je l'ai déjà dit. Et sur le fait d'essayer de sortir du duo Marx-Foucault, oui et non, c'est-à-dire d'une part quand même, dans la thèse, ce que j'aimerais faire, c'est au final faire un truc un peu systématique où on regarde au prisme cette notion du point d'hérésie, un peu toutes les questions qui traversent le rapport entre ces deux auteurs, pour mettre au clair, disons, ou clarifier un peu les termes de ces débats des 20 dernières années où ces deux auteurs ont été réutilisés, mélangés, parfois de manière contradictoire, parfois de manière féconde, souvent de manière indéterminée, dans plusieurs courants de la philosophie sociale contemporaine. Donc partir des problèmes posés par les auteurs qui, depuis 20 ans, essayent de faire du marxisme foucaldien ou du foucaldisme marxisant pour m'interpeller sur ces apories-là, justement, à partir du rapport entre les deux auteurs. Alors, si cela c'est le travail, c'est compliqué, pour des raisons de temps, de faire jouer beaucoup d'autres auteurs, sauf, évidemment, les marxistes avec lesquels Foucault discute. Donc, évidemment, Althusser aura un rôle déterminant, je vais parler rapidement aujourd'hui, où le maoïsme, évidemment, doit être joué. Mais par contre, d'autres grandes figures de la pensée, j'aurais un peu peur à convoquer d'autres auteurs dans ce jeu qui me paraît déjà monstrueux en soi, essayer de faire tout sur ce rapport. C'est ça ce que j'ai envie de dire. Mais après, si j'ai d'autres idées, je reprends ensuite les questions qui ont été posées. S'il n'y a pas de questions, moi, j'ai une petite remarque sur cette interprétation de la section du chapitre sur l'accumulation primitive en termes généalogiques. Est-ce que c'est peut-être intéressant quand même de tenir compte du fait que c'est pas un concept de Marx sur l'accumulation primitive. C'est la soi-disant accumulation primitive et qu'il critique en fait l'origine qu'une idéologie capitaliste attribue au capitalisme. Et c'est donc la vertu de l'abstinence qui fait que des bourgeois vertueux ne consommant pas peuvent accumuler des richesses, et c'est ça l'origine. Et donc il joue là-dessus. Non, au contraire, c'est un péché, c'est pas une vertu, c'est un péché.
Mais alors, et bon, il n'a pas besoin de l'idée qu'il y ait une origine non plus, hein, parce qu'il critique un mythe des origines, en fait. Donc, mais bon, ça, je pense que ça peut mettre de l'eau à ton moulin, en fait, hein, parce que la généalogie, c'est pas une théorie d'une origine, au sens. Donc voilà, c'est une simple petite remarque. Parce que c'est vrai qu'accumulation primitive, c'est devenu un concept marxiste, mais non, en fait, c'est pas un concept marxiste, c'est un concept anti-marxiste. Enfin, pour Marx, en tout cas, c'est un concept capitaliste. C'est l'idéologie capitaliste, l'accumulation primitive. C'est la dépossession qui est l'origine, si l'on veut, c'est pas l'accumulation. Oui, c'est vrai, il faut distinguer entre le concept d'expropriation et celui d'accumulation. Après, enfin, évidemment, il n'est pas question, ni chez Marx, ni chez Foucault, d'utiliser la notion d'origine comme une notion métaphysique ou ontologisée. Évidemment, le jeu, c'est de faire jouer deux images, comme tu le disais, Emmanuel, de l'accumulation primitive, de rentrer dans le jeu métaphorique de l'accumulation primitive pour montrer comment, même si on prétend expliquer la naissance de l'état des choses économiques présents de cette manière, on peut en faire une histoire fictive, pacifiée et moralisante, ou on peut tracer une histoire en introduisant la notion d'expropriation violente, conflictuelle, méchante, faite de sang et de feu. Et ça, c'est un aspect, disons, anté-nietzschéen ou pré-nietzschéen, enfin, où Marx est bien plus cohéremment nietzschéen de Nietzsche même. Mais oui, enfin, je suis d'accord qu'il faut absolument distinguer entre dépossession, expropriation et accumulation, comme l'accumulation comme registre idéologique joué ironiquement par Marx, par ailleurs. Enfin, tout ce chapitre a un ton de sarcasme, sardonique. Ça commence avec des blagues, mais on part des choses sur lesquelles il ne faut pas du tout faire des blagues. Maintenant, c'est ça le jeu. Oui, je suis complètement d'accord et merci pour la distinction. Moi, je veux bien faire une autre. Enfin, je suis plutôt en question dans la suite de ce que disait Judith. Parce que, effectivement, comment on fait pour élargir ce concept de reproduction? Je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses, en fait, un peu de la thèse ou critique que Federici fait à Foucault sur ce point. Parce que je trouve que c'est intéressant par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, encore une fois, une sorte de. Que ça ne marche pas vraiment entre l'analyse qu'on fait en termes économiques et en termes, disons, de sexualité, d'histoire de la sexualité. En fait, Federici dit, en gros, là où Foucault échoue à élargir le concept de reproduction biologique à une reproduction élargie qui concerne notamment le travail des femmes, c'est parce qu'il n'a pas un concept de corps véritablement genré. C'est-à-dire, il n'y a pas un concept de corps sexué ni genré. Ce qui est étonnant, c'est-à-dire son concept abstrait de corps, celui que Foucault décrit notamment à la fin de la montée des savoirs. Naturellement, après, les choses changent, notamment dans les tomes suivants de l'histoire de la sexualité. Mais c'est une question, parce que peut-être qu'on ne peut pas demander ça à Marx, bien que Engels, il a esquissé quelque chose comme une critique du corps genré, mais Foucault écrit en 76 quand même, 76-77, c'est-à-dire au moment où les analyses, par exemple, de Lévi-Strauss sur l'échange, sur les dispositifs d'alliance qui sont fondés, en fait, sur l'échange des femmes, sont déjà, en fait, dans l'espace commun, dans la culture commune, au point que, justement, à ce moment-là, Gay Lirab, au même moment, fait son fameux article sur les marchés aux femmes, en essayant justement de conjuguer, de mettre ensemble, c'est ce que Foucault disait, du pouvoir, avec cette idée justement d'un marché de l'exploitation des femmes, qui explique aussi, pour revenir à ta question de l'exploitation, comment il y a toute une forme d'exploitation qui ne passe pas par le travail salarié, le travail défini comme le seul travail par Marx, autre critique, cette fois-ci de Federici à Marx, mais qui passe justement à travers des mécanismes d'échange. Alors, ce n'est pas simplement d'échange de femmes, mais c'est vraiment aussi un échange du travail de la femme, qui est englobé, par exemple, dans le discours de l'économiste, dans les salaires purement masculins. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que tu en pensais, c'est-à-dire
pourquoi Foucault n'y arrive pas, pourquoi Foucault ne fait pas une analyse aussi en termes justement de corps sexués qui permettrait d'aller justement dans le sens de Judith, je crois, plus dans l'analyse de l'exploitation différentielle des hommes et des femmes dans la société capitaliste. Et si je peux me permettre, juste avant de faire répondre Mathéo, je surenchéris. Je pense qu'il y a une chose qui se cristallise autour de cette expression qui est à la fois très séduisante et un peu vide chez Foucault, mais qu'il n'arrête pas de reprendre dans Surveiller et punir, qui est prestation productive. Tu dis finalement les dispositifs disciplinaires ont pour but d'obtenir des individus mis au travail, de ces corps mis au travail et construits comme ce qu'il appelle des individus, des prestations productives. Et je pense que une des raisons pour lesquelles il ne voit pas, et on peut demander pourquoi est-ce qu'il ne voit pas dans le contexte dans lequel il est, effectivement, c'est que la production, le travail productif pour Foucault, alors là pour le coup c'est vraiment Marx, c'est-à-dire que le travail féminin ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on peut appeler le travail productif. Ce qui est très étonnant, c'est que la campagne pour les wages, donc la campagne pour le salaire domestique, elle commence plus tôt, et c'est Selma Jacobs, c'est aussi les marxistes, je pense aux marxistes italiennes qui ont mis ça, et c'est des débuts des années 70, et il a suffisamment de liens à l'époque avec l'Italie, sans vouloir rentrer dans les anecdotes, pour pouvoir, il est plutôt au courant de ce qui se fait, pour pouvoir avoir eu des échos de ça. Alors peut-être que pas, et après tout, on n'a pas inculpé des morts, et puis on ne peut pas tout savoir, etc. Mais ça c'est un premier, je pense que c'est une première ligne qui effectivement est intéressante à creuser, le déplacement de cette notion de reproduction du côté de ce qu'on a fait des féminismes qui venaient du marxisme et qui ont amené malgré tout à reconsidérer ce que c'était que la production, ce que c'était que du travail productif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je me demande si on ne prend pas les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, la notion de reproduction, elle ne concerne pas que les femmes. Elle concerne historiquement la situation des femmes en tant que contrainte à un dehors du travail ou à un type d'activité qui n'était pas considéré comme produisant de la valeur et donc pas qualifié comme travail salarié. Mais en réalité, les conditions de maintien de la force de travail en général, c'est de l'ordre de la reproduction. La reproduction de la force de travail en tant que telle, c'est ce qu'on appelle reproduction. Et je reviens à la biopolitique, puisque c'est l'origine de la discussion, avec cette idée que gouverner des populations, gouverner à travers des mécanismes biopolitiques des populations, ça rajoute une couche par rapport à un gouvernement disciplinaire des corps individuels, parce que ça prend en charge la question du maintien en l'état, ou en l'état à minima, d'une force de travail dont le capital a besoin, puisque c'est une partie du capital. Et je pense que c'est à partir de cette question-là que Foucault aborde le point, et ça va être fondamental. Alors c'est externe au rapport Foucault-Marx tel que tu le formules, mais ça va être fondamental dans la deuxième partie du cours sur la biopolitique. C'est à partir de là qu'il va se mettre à réfléchir à qu'est-ce que c'est que gouverner des comportements et pas seulement gouverner des corps. Parce que c'est là que se produit le décrochage avec le néolibéralisme. Mais c'est aussi à partir de là que les féministes font levier sur la notion et s'approprient la notion. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Bah oui. C'est très intéressant. Et franchement, j'ai envie de dire sur ce dernier échange entre toi, Judith et Lucas, qu'en fait, oui, d'une part, on parle que de Foucault là, mais d'une part, Foucault a le même problème que Marx, dans l'incapacité de distinguer entre la reproduction de la force de travail et le travail reproductif nécessaire à cette reproduction. Enfin, c'est ça la distinction à faire entre un phénomène et le travail qui permet d'accomplir ce phénomène. Et d'autre part, pour attaquer, être un peu dur, peut-être trop, avec cette notion de performance productive qui apparaît notamment dans Surveiller et punir, eh bien, ça participe à un travail plus ou moins conscient d'effacement de ces sources marxiennes. C'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai l'impression que j'ai entre, je pense à ce que Judith, tu disais sur ce qui se passe entre la vérité des formes juridiques et Surveiller et punir.
En fait, c'est simplement qu'un certain nombre de sources de référence, donc de cadres théoriques aussi, qui étaient présents dans les cours plus marxistes du début des années 70, disparaissent, sont autocensurés. Et avec cela, donc, d'une part, il garde des problèmes qui étaient déjà présents chez Marx. D'autre part, il double ces problèmes par le fait d'effacer le cadre théorique qui justifie sa propre démarche. Enfin, donc, évidemment, il fait un geste théorique, si on veut s'exprimer comme ça, intéressant, en dénaturalisant le concept de travail. Dans la vérité des formes juridiques, il prend, disons, en compte un marxisme un peu inventé, un objet polémique un peu inventé, c'est-à-dire le marxisme qui dirait tout simplement que le travail est l'essence de l'homme, et il soutient que non, voilà, hélas, combien de violences, de techniques de pouvoir, d'actions, de constructions, de moralisation il a fallu pour qu'on puisse dire que le travail est l'essence de l'homme. Enfin, d'une part, donc, il y a un travail, oui, intéressant de complexification du concept de force de travail, mais d'autre part, il y a une vraie difficulté à thématiser le concept de travail en tant que tel, puisque on cache ces sources marxiennes. Ça, c'est l'impression que j'ai, en fait. C'est un peu dur, c'est peut-être un peu tranchant, mais... Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main, je ne sais pas. Je vous vois bloqué entièrement. Il y a Ulysse a levé la main. Oui, j'avais levé la main puisqu'il reste un peu de temps. J'en profite pour poser ma question qui ne sera pas du tout aussi pointue que les questions précédentes. Parce que je connais vraiment mal Foucault et je te remercie pour tout ce que tu m'as appris pendant cet exposé. Mais, et par ailleurs, je ne suis pas sûr d'avoir exactement compris ce que tu entends par point d'hérésie. Mais du coup, c'est un peu une question de curiosité, peut-être de clarification. En fait, est-ce que ta méthode des points d'hérésie, donc moi, ce que je comprends, c'est que tu appliques cette méthode des points d'hérésie au rapport entre Marx et Foucault en les mettant vraiment sur le même plan et en maintenant une symétrie entre les deux. Mais est-ce que la méthode des points d'hérésie, en fait, elle donne pas un primat à Foucault? Enfin, j'ai l'impression que c'est un concept assez foucaldien, en fait, et qui te conduit à faire une lecture de Marx qui court-circuite le système de Marx, pour utiliser les grands mots, et pour en faire une lecture en prélevant des choses qui sont dans des marges, donc typiquement l'accumulation primitive qui est à la fin, ou les formes hybrides qui sont des choses que Marx introduit dans des petites digressions et dans des marges de sa grande progression théâtrale, dialectique dans le schéma du capital. Du coup, voilà, j'ai l'impression que ton angle d'attaque finalement est plus foucaldien. Et donc, c'est pas forcément une critique d'ailleurs, mais du coup, c'est pas vraiment symétrique entre les deux. Et je voulais savoir ce que tu en disais, ou est-ce que c'est que j'ai pas bien compris le point d'hérésie. Léna, tu as une question tout à fait qui se rattache peut-être à cette question? Ouais. Léna, tu entends? Ouais. Non, en fait, Non, ça se rattache vaguement, mais laissons Mathéo répondre, je reviendrai après. Enfin, Mathéo, qu'est-ce que tu préfères? Tu veux prendre tout d'un coup? Je vais répondre tout de suite parce que... Je te sentais chaud, j'ai pas voulu interrompre. Vas-y, pardon. Ouais, mais parce que Ulysse me fait l'auto-objection que je me fais constamment. Donc, je réponds en deux temps. D'une part, je dis... je réponds en ce qui concerne mes intentions. C'est-à-dire ce que j'aimerais faire. Alors, mes intentions, c'est que moi, je viens du point de vue des recherches, des études de Marx, pas de Foucault. Foucault est un auteur que je connais mal. En fait, Judith le sait bien. C'est un auteur que je suis arrivé à connaître il y a deux ans. J'ai fait 2 mémoires sur Marx et je me sens, disons, je fais une blague, subjectivement plus marxiste que foucaldien, si on veut réfléchir dans ces termes. Donc oui, je prétends maintenir une symétrie, au sens où il n'y a pas de primat d'un auteur sur l'autre. Ça, dans les intentions. Dans les faits,
Oui, évidemment, la notion de point d'hérésie que j'utilise pour faire une lecture croisée de deux auteurs qui ne me porte pas à dire qu'il y a une convergence absolue des thèses des auteurs et qu'il n'y a pas non plus une divergence absolue, enfin, qui me permet de faire ce jeu un peu équilibriste, de dire ça, est une notion foucaldienne. Et cela crée évidemment un court-circuit. Enfin, est-il possible d'appliquer à un auteur pour le lire au prisme de l'autre ou une notion qu'il développe lui-même? Bon, je sais pas, c'est ça le pari. Je pense que cette notion, lorsqu'elle est appliquée à Foucault, permet de voir des non-dits marxiens chez Foucault. Lorsqu'elle est appliquée à Marx, oui, sans doute, ça fait sauter l'idée qu'il y a un système bien déterminé, homogène, avec des concepts clairs, mais ça valorise non pas les marges, parce que toute mon intervention aujourd'hui était quand même sur la notion d'exploitation capitaliste, qui est une notion pas à la marge de Marx. J'essaie de distinguer ce que je fais d'autres tentatives qui, justement, à partir de Foucault, ont valorisé des concepts mineurs chez Marx, etc. Enfin, non, j'étais sur la notion quand même d'exploitation. Et donc, mais pas dans le sens donc de valoriser des marges, mais essayer de valoriser des concepts qui ne sont pas souvent utilisés ou creusés dans les commentaires marxologues. Or, ceci est vrai et pas vrai parce qu'en même temps, la notion d'accumulation originaire enfin, est au centre du débat à partir des marxismes décoloniaux depuis 30 ans, dans plusieurs sens, etc. Mais j'ai envie de dire que si, enfin, je vais énoncer une thèse un peu forte, j'espère que vous m'excusiez, si on a pu, à un moment donné, relire Marx en insistant sur certains thèmes, ce n'est peut-être que parce que certaines intuitions ont circulé par Foucault. Enfin, par exemple, même la question des résistances ouvrières à l'intérieur du capital, ou la question de la pluralité des modes de domination du processus de travail. Enfin, cela, si on peut, évidemment, c'est des choses qui sont écrites dans le texte de Marx. Il suffit de le lire, on a envie de dire. Mais si on peut les valoriser aujourd'hui, ou si on peut les valoriser d'une certaine manière, c'est peut-être parce qu'on est passé par le travail de Foucault. Donc, évidemment, je ne veux pas défendre dans ma thèse l'idée que tous les interprètes intelligents ou que je trouve intelligents de Marx, c'est les Foucaldiens, mais j'ai un peu envie de dire ça aussi. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Ulysse, mais évidemment, tu touches un point qui m'interroge parce que je me demande si c'est légitime l'opération d'appliquer un concept foucaldien au rapport Marx-Foucault. Mais j'ai l'impression maintenant que ça puisse marcher, puisqu'il y a, pour le dire de manière un peu littéraire, des hérésies marxiennes chez Foucault et des hérésies foucaldiennes chez Marx. Je le dis de manière un peu punchy, mais voilà. Merci beaucoup pour ta réponse, c'était très éclairant. Donc là, on a deux questions, peut-être qu'on peut les prendre ensemble. Donc voilà, d'abord Johanna, parce que Léna a un petit problème technique, et puis ensuite Léna. Merci Mathéo pour ta présentation. Moi, je connais très mal Marx et pas très bien Foucault, mais bon, comme Ulysse a osé poser sa question méthodologique, je vais poser une question dans le même sens. Et j'ai pensé, pendant que tu parlais, à cet entretien que Foucault a donné en 1977 au quotidien Rouge, où il essaye quand même de tirer un peu sa théorie dans un sens, même peut-être trotskiste, je ne sais pas. Donc, il fait vraiment plaisir à ses interlocuteurs. Et il dit notamment que pour lui, ce qu'il fait, c'est l'analyse de la lutte de classe. Mais pour lui, lutte de classe signifie tous les rapports de force qui sont inégaux et dans lesquels il peut y avoir une dynamique de changement. Donc, en fait, il y a une inflation totale qui va avec sa théorie de la non-binarité des rapports du pouvoir. En fait, il n'y a pas ceux qui ont le pouvoir et ceux qui n'ont pas. Enfin, voilà. Et je me demande déjà, en fait, est-ce que tu penses qu'il faut vraiment prendre pour argent comptant ce qu'il dit dans cet entretien et dire, voilà, qu'en fait, dans une certaine mesure, il a compris son projet comme un projet élargissement de l'analyse de la lutte de classe. Et comme tu as parlé de ton point méthodologique, est-ce qu'inversement, on pourrait dire que
ça te permet à partir de Foucault, de voir chez Marx une positivité du pouvoir. Donc, est-ce que tu penses que Marx est un auteur qui, sans le dire, a d'une certaine manière conceptualisé une positivité du pouvoir qui soit pas de la répression, qui soit productif, etc. Enfin, oui, c'est une question hyper générale, mais est-ce que tu utiliserais, est-ce que ces rapprochements que tu fais te poussent à vraiment faire des recherches sur Marx qui vont dans cette direction-là? Enfin, moi, ça m'a surpris un peu, mais voilà, je connais très mal Marx, donc je ne m'aventure pas plus loin. C'est ça ma question. Est-ce que Léna est revenue? Non, hein. Je crois qu'elle n'est pas revenue, donc tu peux répondre. Oui, merci beaucoup, Yana. Par ailleurs, cet entretien que tu cites était accordé par Foucault à Christian Laval et d'autres. Je ne sais pas si Christian Laval, à un moment, il s'est connecté ou pas, mais je vois qu'il n'est plus là. C'est dommage parce qu'il Il ne s'est pas connecté. Hein. Ah bon, voilà. Il aurait pu répondre beaucoup mieux que moi. Mais voilà, moi, de toute façon, moi, je prétends pas dans la thèse, comme c'est une thèse sur Marx à travers Foucault et vice-versa, je prétends pas dire comment Foucault a pensé son propre travail. Je prétends montrer qu'il y a des éléments qui indiquent, malgré lui, parfois, que certains concepts marxistes qui, à des moments, étaient présupposés à son travail, quand disparaissent, créent des contradictions, quand ils sont approfondis, élargissent ou enrichissent des concepts marxiens classiques. Celui de lutte des classes, qui est cité, qui est un peu l'objet de cet entretien dont tu as parlé, est précisément un de ces concepts. J'ai essayé justement dans l'intervention d'aujourd'hui de montrer, oui, la dénaturalisation du concept de force de travail, mais d'autre part, l'extension peut-être extrême, trop large, du concept de lutte de classe. Et dans cet entretien, si je cite bien, Foucault dit carrément, la lutte de classe, c'est tout ce que nous vivons. Ce qu'il faut entendre par là, c'est que toutes les pratiques, toutes les relations au sein de la famille, au sein de l'université, au sein des relations sociales dans leur dimension plus fine, au sein des rapports de connaissances, doivent être comprises aussi au prisme des rapports de classe et de conflits qu'il entraîne. Donc je ne sais pas si dans cet entretien, il essaie de se présenter un marxiste aux yeux de Christian Laval et des rédacteurs de la revue Rouge, mais ce qu'il dit va un peu dans le sens d'un certain nombre de thèses que j'essaie de défendre. Et sur la deuxième question, la réponse est oui. Ce que j'ai essayé de faire, c'était le deuxième moment foucaldien que j'ai essayé de déceler chez Marx, mais je ne suis pas du tout le premier. Il y a un très bel article de Christian Laval, toujours, qui s'appelle la productivité du pouvoir. Mais même Emmanuel a fait des articles sur la complexité des formes de domination dans le Capital, dans la 4e section. Oui, l'idée que je défends, en tout cas, est celle-ci que la discipline du salariat, comme l'appelle Marx, n'est pas juste une forme d'interdiction. C'est une forme de sollicitation. Ça structure ce que Marx appelle la coopération sociale. Donc, on ne peut pas entendre la coopération sociale comme une spontanéité associative des gens qui travaillent heureux ensemble, qui produisent plus comme ça, mais comme quelque chose de forgé par des techniques disciplinaires qui produisent des effets, dont le différentiel de force productive du travail coopératif, qui est la base du passage entre exploitation par surtravail, augmentation de la journée de travail, ou exploitation par plus-value relative, c'est-à-dire augmentation de la force productive du travail. Donc oui, la réponse est oui à ta deuxième question. Bon, est-ce que Léna est revenue? On la voit là, mais je crois que elle n'est plus là. Dommage, on a perdu l'organisatrice, qui par ailleurs était aussi voulait poser une question. Double. Ah oui, d'accord. Elle lit sur vos lèvres. Peut-être qu'on peut lui demander d'écrire sa question par le chat, sinon. Il dit qu'elle en a pour 2 minutes. Oui, alors attendons 2 minutes. Bon, en attendant les 2 minutes,
Moi, il y a une autre question qui va dans le sens aussi de ce que dit Benedict et Johanna, c'est la productivité du pouvoir, enfin, chez Marx même. Parce que, à un certain moment, il me semble, tu as dit, en gros, on comprend souvent la force de travail comme une sorte de donnée anthropologique innée, une chose comme. Et chez Marx, Roquefoucauld nous aide à comprendre comment elle est produite à travers les dispositifs, etc. C'est vraiment une demande d'ignorant, hein, parce que c'est curieux, pour moi, la force de travail a toujours été quelque chose d'éminemment construit, même chez Marx. C'est-à-dire, je le vois comme une sorte d'abstraction sociale, en fait, qui permet de séparer les corps du travailleur de son usage, qui permet l'aliénation. J'ai toujours vu comme un produit du marché du travail, la force de travail. Moi, je voulais savoir à qui tu te référais en disant, parfois, on l'interprète comme une donnée anthropologique. Est-ce que chez Marx lui-même, ça existe une interprétation de ce genre? Évidemment, je laisse aussi, et je adresse la question à Emmanuel pour qu'il puisse. Non, mais en fait, le concept de force de travail, il désigne une marchandise. Donc, il n'y a pas de force de travail avant qu'il y ait une marchandisation du travail. Donc, il n'y a pas de force de travail avant le capitalisme. Mais quand il définit la force de travail, enfin, comme travail abstrait, il va dire, par exemple, ça c'est la fin de la deuxième section du chapitre 1, que le travail abstrait se définit, alors, c'est pas très, il y a cette définition comme une défense de travail au sens physiologique. C'est-à-dire que travailler, c'est toujours dépenser de l'énergie. Il y a une dimension de pénibilité et tous les travaux sont homogénéisés, donc comparables, deviennent du travail abstrait parce qu'ils ont cette composante. Par ailleurs, il va dire que le travail abstrait, c'est une substance sociale. donc là, on est vraiment dans les concepts. Mais il n'empêche qu'il y a aussi cette définition de l'homme comme animal fabricateur d'outils, tool-making animal. Donc là, il y a aussi une approche anthropologique du travail dans le Capital. Et puis dans l'idéologie allemande aussi, cette définition de voilà, les hommes se distinguent des animaux quand ils sont capables de produire leurs propres moyens d'existence, etc. Donc là, c'est encore. En fait, je pense que Foucault, il n'a pas une vision très. Enfin, c'est que ça, il n'a pas une vision philologique de Marx. Donc, force de travail, c'est pas sûr que pour lui, ce soit le concept d'une marchandise, par exemple. Donc, c'est ça, on ne peut pas l'accuser de ne pas utiliser bien les concepts, en fait. J'aurais dû préciser en effet cet aspect parce que moi-même j'ai glissé d'un concept général de travail à un concept spécifique de force de travail. Moi, sur ça, j'ai l'impression que justement il y a tout ce débat qui est un débat long qui a traversé les marxismes, la marxologie, sur la définition du travail abstrait. Et il y a un premier courant qui définit le travail abstrait au sens transhistorique ou naturaliste. Enfin, le travail abstrait comme les capacités nerveuses, la capacité vitale à produire. Il y a un deuxième courant qui entend le travail abstrait au sens sociopolitique, le mettant en relation aux lois du marché, d'une part, et à l'organisation de l'espace industriel de l'autre. C'est, par exemple, l'interprétation de Rubin. C'est un économiste soviétique des années 20-30. Moi, j'ai l'impression, ou l'interprétation donnée aussi par Jacques Bidet, bien plus récemment. Moi, j'ai l'impression qu'en lisant ce débat avec les yeux, certes indéterminés du point de vue philologique, mais pourtant, me paraît-il intéressant, de Foucault, on peut trancher ce débat dans un sens sociopolitique, justement. On peut dire que le travail abstrait est lui-même une construction sociopolitique, exactement comme une construction sociopolitique et juridique, la notion de force de travail. J'ai l'impression que c'est ça ce qu'on peut dire si on lit Marx par les yeux de Foucault. Léna, tu es revenue? Toujours pas. Bon, mais écoutez, je crois qu'on va s'arrêter peut-être. Hein. Mathéo, tu devras attendre de voir Léna pour qu'elle te pose ta question. On va débriefer. Je crois que c'est dans 10 minutes, c'est ça que vous allez vous voir. Donc, à tous, mais au moins 4-5 des personnes ici présentes habitent à 200 mètres. Voilà, c'est ça.
Donc, je crois que voilà, l'heure est arrivée d'arrêter de se voir en vidéo, en visio. Merci de vous être connectés. Et donc, la prochaine fois, voilà, oui, il y aura cette séance supplémentaire autour qui fait suite au travail, à l'intervention d'Ulysse. Léna vous en a parlé, et puis sinon, on se reverra dans ce cadre hein, à la rentrée. Donc voilà, merci, au revoir. Merci, au revoir. Beaucoup. Merci Au beaucoup. revoir. Merci beaucoup, Matteo. Au revoir. Merci Matteo.